Monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur le garde des Sceaux, chers collègues, la mort de la jeune Liana a suscité dans tout le pays une émotion à laquelle notre commission ne peut que s'associer, et nos premières pensées vont naturellement à la famille et aux proches de cette jeune enfant. Mais en tant que parlementaires, nous ne saurions nous en tenir là. Il nous appartient d'agir pour protéger nos enfants, et je remercie le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux de s'être rendus disponibles pour nous aider à mieux comprendre les causes profondes de cette affaire. Dans l'expression publique du gouvernement, un terme revient systématiquement, celui de dysfonctionnement. Une enquête administrative a été engagée pour déterminer les fonctionnaires impliqués, la gravité des éventuels manquements qui leur seraient imputables. Nous soutenons bien sûr cette initiative et attendrons, comme vous, les résultats de cette enquête. Ce n'est donc pas aujourd'hui le moment de revenir sur ces dysfonctionnements individuels éventuels qui sont affaires de personnes et de circonstances. Ici, messieurs les ministres, ce dont nous devons parler, et c'est bien la façon dont le fonctionnement des services est organisé pour éviter toute défaillance lorsqu'il est question d'affaires de violences faites aux enfants. On ne saurait se limiter à ce que les textes prévoient, il faut s'attacher au fonctionnement réel des services, constaté au quotidien dans une unité de police et de gendarmerie comme dans les parquets. L'embolie de la justice criminelle est un fait bien connu de notre commission. Nous avions d'ailleurs adopté, en le modifiant, monsieur le garde des Sceaux, le projet de loi que vous avez récemment présenté pour notamment accélérer les délais d'audiencement et dont l'Assemblée nationale débute l'examen. Mais dans l'affaire qui nous occupe, le problème se situe en amont, au niveau de la phase préparatoire. La plainte étant à la racine de la procédure, c'est d'abord vers vous que je me tourne, monsieur le ministre de l'Intérieur. Comment sont opérées les remontées d'informations sur les plaintes relatives aux faits de violences faites aux enfants? De quelle manière les enquêtes préliminaires sur ces affaires sont-elles priorisées? Surtout, quand l'affaire est transmise, comment s'assure-t-on que le service destinataire est alerté sur la sensibilité du dossier ou le risque de réitération de l'infraction par l'auteur? Monsieur le garde des Sceaux, pour la part qui vous concerne, l'enjeu au fond est celui de l'application et du pilotage de la politique pénale. Vous avez rappelé la circulaire que vous avez publiée en janvier 2025, demandant expressément au parquet de prioriser les affaires de violence faites aux enfants. Mais une fois ces mots écrits et imprimés, une fois la circulaire transmise à qui de droit, de quelle manière avez-vous vérifié et de quelle manière entendez-vous désormais vérifier que vos instructions sont bien traduites en actes dans les parquets? Dès lors qu'un objectif de politique pénale est fixé, comme pour toute politique publique, il appartient à l'autorité responsable de mettre en place les indicateurs pertinents pour mesurer en temps réel, ou du moins de manière régulière, l'action effective des services en direction de cet objectif. Vous avez annoncé une mobilisation générale des magistrats pour traiter l'ensemble des plaintes en attente de traitement, portant sur des violences faites aux enfants que vous avez estimées à 70 000. Nous saluons évidemment cette initiative, mais elle interroge. Sur les 70 000 dossiers concernés, combien sont en souffrance? Disposez-vous d'outils pour le savoir? Et sinon, comment expliquez-vous ne pas disposer d'un tel outil de pilotage? Vous avez demandé à ce que la mobilisation générale soit menée jusqu'au 14 juillet, et vous m'avez adressé la circulaire sur ce point. Si bien, je vous cite, que les magistrats ne partiront pas en vacances tant que les dossiers n'auront pas été examinés un par un. Mais au retour de vacances, que se passera-t-il? Comment éviter la reconstitution du stock d'affaires de violences faites aux enfants non traitées, sur lesquelles le garde des Sceaux n'a pas de visibilité? Voilà quelles sont les premières questions que nous pouvons poser, et d'autres viendront. Je cède maintenant la parole au ministre de l'Intérieur. Le garde des Sceaux s'exprimera ensuite, puis l'ensemble des collègues souhaitant interroger les ministres, et je les incite à s'inscrire pour ce faire. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Avant de commencer donc, cette audition, d'abord permettez-moi d'avoir une pensée pour la famille de Liana, pour ses proches. Vous dire évidemment, le garde des Sceaux le partage, toute l'émotion qui est la nôtre, le soutien que nous leur apportons et notre désir évidemment de faire toute la lumière sur cette affaire pour mieux comprendre ce qui s'est passé. C'est ce que nous devons évidemment à cette famille. Je crois que c'est ce que nous devons à l'ensemble de nos compatriotes. J'ai aussi à cet instant une pensée pour l'ensemble des enquêteurs judiciaires de la police nationale, de la gendarmerie nationale, qui traitent ces affaires avec beaucoup d'engagement, j'ose même avec beaucoup de passion, parce que c'est un sujet qui est délicat, qui touche à l'enfance, à des mineurs, et je puis vous assurer qu'ils font un travail remarquable, formidable.
J'ai bien compris, Madame la Présidente, que vous ne souhaitiez pas que nous parlions de l'affaire Liana et en tout cas surtout de la plainte précédente qui nous interroge beaucoup avec le garde des Sceaux. On a utilisé d'ailleurs et l'un et l'autre à dessein le terme de dysfonctionnement. Il y a une enquête administrative qui sera lancée, donc on ne va pas y revenir, mais voilà, l'enquête dira si les choses ont été menées convenablement ou pas. J'ai, pour ce qui me concerne, et je l'ai déjà dit, quelques doutes sur des orientations qui ont pu être données et qui, si elles avaient été correctement données, auraient sans doute permis d'entendre plus vite l'auteur. Mais j'y reviendrai parce que, quelque part, en répondant à vos questions, je vais quand même aborder le sujet. Sur les plaintes, donc je réponds très directement à votre question pour la partie qui me concerne. D'abord, les plaintes concernant les atteintes sexuelles aux mineurs, qu'il s'agisse d'agression, a fortiori de viol, sont traitées dans le cadre des instructions du parquet en priorité. Ce sont des infractions qui sont traitées prioritairement. Donc les parquets relaient les instructions du garde des Sceaux et chaque directeur général, qu'il s'agisse du directeur général de la police nationale, du directeur général de la gendarmerie nationale, mais aussi pour l'agglomération parisienne, le préfet de police, et je l'étais, donc je sais très bien de quoi je parle, il y a évidemment aussi une priorisation qui est faite sur ce type de dossier, c'est-à-dire que les instructions des parquets du garde des Sceaux sont relayées au niveau des services de police et de gendarmerie. Le soin qui est apporté à traiter ces plaintes, elles s'inscrivent dans un dispositif qui n'a cessé de monter en puissance. Je veux le redire. Ce contentieux, depuis 2017, il a été multiplié par 2,5 fois. 2,5 fois. Donc il y a le nombre de dossiers qu'a cité monsieur le garde des Sceaux. Sur une année comme l'année 2025, les atteintes sexuelles aux mineurs, c'est 58% de l'ensemble des atteintes sexuelles. Donc on est en flux courant chaque année aux alentours d'entre 60 et 70 000, au-delà de 70 000 dossiers qui sont en cours dont nous avons parlé, qui sont traités et qui sont traités tous les ans. Donc c'est un volume important. Et tout notre dispositif de traitement de ces plaintes, mais côté police, côté gendarmerie, sous l'autorité des procureurs, il est monté en puissance tout au long de ces 10 dernières années. Il est monté en puissance. Je veux rappeler quand même que nous avons un peu moins de 400 salles Mélanie maintenant sur l'ensemble du territoire national, qui sont ces salles où l'on peut recueillir la parole des enfants dans un contexte qui les rassure, avec un mobilier adapté, avec évidemment des personnels qui sont formés à la conduite de ce type de procédure. Et puis vous avez aussi des positions qui sont enregistrées. Et donc on a un peu moins de 400 salles en police, en gendarmerie sur tout le pays. Il y a aussi des possibilités d'audition dans les unités d'accueil pédiatriques pour enfants en danger, les fameuses UAPED, qui existent, donc qui relèvent évidemment, qui sont adossées à des structures hospitalières, mais qui existent, qui sont elles aussi montées en puissance. Et nous n'avons eu de cesse de former nos personnels à le recueil de la parole de l'enfant. Je crois que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de le rappeler récemment dans le cadre d'une commission sur une thématique assez proche qui était celle de l'inceste. Et ces formations n'ont cessé d'augmenter. À date, nous avons environ 20 000 policiers et gendarmes qui sont formés spécifiquement pour recueillir la parole des enfants dans le cadre de ces violences sexuelles. Évidemment, c'est tout le soin qui est apporté à ces procédures. Vous dire d'ailleurs, et c'est une petite incidente que je me permets de faire dans l'affaire Liana, que pour ce qui était de la précédente plainte, lorsque l'affaire démarre à Toulouse, dans la Haute-Garonne, la petite victime est auditionnée selon ce processus. Il y a une audition qui va durer 4 heures. 4 heures d'audition qui va se dérouler justement dans une unité d'accueil pédiatrique pour l'enfance en danger, avec un enquêteur formé, spécialisé. 4 heures d'audition. Ensuite, dans le cadre de la plainte et sous le contrôle des parquets, il y a évidemment des études, des enquêtes qui sont diligentées. Au cas d'espèce, mais c'est vrai dans la généralité des cas, il y a des études psychologiques pour essayer
de vérifier la parole de l'enfant, voir si cette parole est crédible. C'est évidemment extrêmement important. Il faut écouter les enfants. C'est ce qui est fait dans le cadre des études psychologiques, psychosociales, examens médicaux. Donc évidemment, chaque fois que c'est nécessaire. Et c'est ce qui avait été fait dans la plainte qui avait été déposée, en tout cas pour la partie d'examen de ce dossier, en Haute-Garonne. Après, il y a eu ensuite le transfert du dossier à Auch. Je referme cette petite incise sur l'affaire en cours. Et voilà, donc pour chaque plainte, nous avons un dispositif qui n'a cessé de monter en puissance, avec des salles Mélanie, des unités d'accueil dédiées, des fonctionnaires qui sont particulièrement formés pour recueillir la plainte de l'enfant, et bien sûr, d'une manière générale, Monsieur le garde des Sceaux, qui a été aussi ministre de l'Intérieur, le sait bien, aussi une formation générale des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie dans l'accueil au sein même des commissariats, des brigades territoriales, pour pouvoir tout de suite être alerté quand il y a une personne qui se présente et qui fait état de violences sexuelles sur des mineurs. Sur le suivi, Madame la Présidente, c'est la deuxième partie de votre question. Sur le suivi, évidemment, les instructions des parquets auxquelles le ministre de l'Intérieur et les services du ministère de l'Intérieur, encore une fois, je le redis, veillent également, les directions générales. Moi, mes militaires de la gendarmerie, mes fonctionnaires de police, ils travaillent sous mon autorité hiérarchique, l'autorité fonctionnelle des parquets, mais évidemment que moi, je me préoccupe aussi de savoir comment les choses se passent, ça se passe bien, comment elles se passent bien ou pas, mais en tout cas, je m'en assure, parce que je suis évidemment aussi autorité hiérarchique, et c'est de mon devoir aussi d'appliquer les priorités qui sont celles du gouvernement. Donc, dans le suivi de ces plaintes de violences sexuelles aux enfants, il y a régulièrement, après il y a un problème d'organisation, c'est l'organisation qui va rentrer en compte, il y a une hiérarchie. Un dossier, il arrive quand la plainte est prise et qu'une suite est donnée, il arrive dans un service, c'est-à-dire que le parquet va saisir un service. Il y a des services spécialisés qui peuvent être, et notamment puisqu'on parle de la gendarmerie, des sections de recherche, des brigades de recherche, ou voire des brigades territoriales. Moi, je ne veux pas laisser à penser qu'une brigade territoriale ne sait pas gérer un dossier de violence sexuelle faite aux mineurs. Après, ça dépend de la gravité. Il faut voir comment les choses se sont réellement passées. Donc, il y a une saisine d'un service. En police, il y a des services, ce sont d'autres polices, mais il y a l'OFMIN qui avait été créé en 2023, l'OFMIN créé en 2023. Il y a des brigades qui sont dédiées dans chaque département pour le traitement de ces violences sexuelles faites aux mineurs. Et à la préfecture de police, c'est la même chose. Et on a notamment la brigade de protection des mineurs du 36, de l'ancien 36 qui est les Orfèvres, maintenant désormais appelé direction de la police judiciaire 36 Bastion. Donc il y a des services spécialisés et surtout il y a une hiérarchie à laquelle on demande régulièrement de faire ce qu'on appelle une revue des portefeuilles, c'est-à-dire d'aller vérifier où en sont les dossiers, quel est l'état du stock, est-ce que dans le stock il y a des dossiers extrêmement sensibles comme des violences sexuelles faites aux mineurs. Voilà, donc il y a un suivi qui doit être effectué par la hiérarchie. Ça aussi, ce sont des instructions que nous donnons de cette capacité, en lien évidemment avec les parquets, d'assurer un suivi de l'évolution de chaque plainte. Voilà, Madame la Présidente, ce que je peux vous dire pour répondre brièvement. Je me tiens à disposition pour répondre à d'autres questions. Et évidemment, dans le cadre des instructions qu'a passées Monsieur le garde des Sceaux hier et que j'ai relayées au service de police et de gendarmerie, il y a cette revue générale des 70 000 dossiers dont on parle, et qui s'inscrit dans cette logique de bien vérifier, qu'ils sont pris en compte, que c'est le bon service qui a été saisi. Il y a un certain nombre de dossiers, compte tenu de leur gravité, qui supposent parfois qu'on saisisse un service plus spécialisé. Et ça, les parquets peuvent en décider aussi sur proposition des policiers et des gendarmes, qui ont aussi un rôle. On est dans l'interaction avec les parquets. On est dans l'interaction. Et donc voilà, il y a cette revue générale qui doit être effectuée en permanence, que nous demandons à la hiérarchie, donc de vérifier que les dossiers sont suivis, qu'ils sont traités à un bon niveau, et surtout que les actes d'enquête indispensables à mener sont lancés. Telle audition, tel environnement familial à faire, tel environnement téléphonique à faire, etc., etc. Et ça relève du rôle de la hiérarchie. Et dans l'enquête administrative, évidemment, que nous avons lancée avec Gérald Darmanin, il y a aussi, évidemment, ce volet-là. Il est fondamental, le volet organisationnel, quel contrôle est effectué. Voilà, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le garde des Sceaux. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la Présidente, vous m'avez d'abord posé la question de savoir quelles étaient les instructions de politique pénale
Je sais que je parle devant la commission des lois, mais je pense qu'il est assez ignoré de nos concitoyens, à travers qui nous parlons, j'imagine, aujourd'hui, d'expliquer quel est le rôle du ministre de la Justice. C'est-à-dire qu'il peut prendre des circulaires de politique pénale aux procureurs généraux qui les déclinent au parquet. Il est important de dire général, puisque je me suis moi-même fait censurer au Conseil d'État pour avoir mis systématiquement dans une de mes circulaires de politique pénale. J'avais notamment demandé que systématiquement l'on puisse placer en garde à vue dans des affaires qui touchaient les violences sexuelles les auteurs. Et le garde des Sceaux n'a pas le droit de mettre systématiquement dans une circulaire de politique pénale, puisque nous engloberions ainsi toutes les affaires individuelles, puisque depuis 2013, le garde des Sceaux ne peut pas donner d'instructions individuelles, vous le savez, au parquet pour poursuivre ou pour classer une affaire. Ceci étant posé, je peux prendre des circulaires de politique pénale générale. Je n'en ai pas abusé, puisque depuis mon arrivée à la chancellerie, je n'en ai pris que 2, qui correspondent d'ailleurs aux 2 premiers ministres que j'ai eu à connaître, M. Bayrou et M. Lecornu. Et les 2 circulaires, je les ai d'ailleurs adressées à l'ensemble des parlementaires le jour même par mail. Et vous aurez constaté que le seul changement est la date, puisque j'ai exactement repris la même politique pénale générale. Le premier point, le narcotrafic, qui nous a longuement occupé, Madame la Présidente de la Commission des lois. Je suis arrivé dans un contexte à la chancellerie où mon ministère et la France étaient particulièrement marqués par les assassinats d'Incarville, d'où le travail de la PPL que vous avez vous-même proposé. Et puis, les violences faites aux femmes et aux enfants. Je voudrais juste relire les circulaires, fait 4 pages, dont la première page, sur les faits commis au préjudice des enfants, qui passe juste après les violences faites aux femmes. Une phrase simple: les violences physiques ou sexuelles doivent faire l'objet d'une vigilance particulière et d'un traitement prioritaire. Pour les autres points, il ne s'agit pas de traitement prioritaire. On peut dire que les consignes étaient extrêmement claires. J'ai réuni à 7 reprises les procureurs généraux ou les procureurs de la République sur mes 2 points de circulaire de politique pénale, le narcotrafic ou les violences faites aux enfants et aux femmes. Et j'ai pris une circulaire lorsque je me suis aperçu, puisque c'est votre question, Madame la Présidente, comment on constate que tout cela est bien fait en effet. Et quand je me suis aperçu à l'issue de nombreuses remontées de procureurs généraux que j'ai rencontrés sur le terrain, parce que je demande, et quelques parlementaires, je les reconnais ici, m'accompagnent parfois dans ces revues de juridiction, ou lorsque j'entends un certain nombre de remontées ou d'interpellations médiatiques ou politiques, comme sur les affaires de pédocriminalité à Paris, par exemple, je me suis permis de constater en effet que ces circulaires n'étaient pas tout à fait suivis, c'est le moins que l'on puisse dire, et j'ai pris, et je l'ai là aussi rendu public, au mois de mai dernier, au début du mois de mai dernier, donc bien avant l'affaire Diana et notre connaissance, une circulaire spécifique aux parquets généraux. C'est donc ma 3e circulaire de politique générale, c'est la spécifique aux enfants. Je me permets de lire les points que j'ai demandés aux parquetiers. Vous veillerez en premier lieu à ce que les services enquêteurs, qui sont sous l'autorité en effet des procureurs de la République, les policiers et les gendarmes dans ces cas-là sont sous la responsabilité des procureurs de la République, qui sont chefs d'enquête, procèdent à une enquête approfondie et rigoureuse dans l'entourage du mineur victime et du mis en cause, y compris en matière numérique, notamment la saisie des téléphones portables et du matériel informatique, qui permet de voir s'il y a des images pédocriminelles notamment, qui est en général un bon renseignement pour savoir si quelqu'un est capable d'actes pédocriminels, afin de comprendre les ressorts du passage à l'acte de l'auteur et l'identification d'éventuelles autres victimes. C'est un point très important qui nous intéresse dans l'affaire Liana. Lorsque les faits dénoncés auront été établis, vous veillerez dans ce cadre d'une politique de votre juridiction à mettre en œuvre des réponses pénales fermes en favorisant les modes de poursuite ou prononcer des mesures de sûreté ou de peine permettant la protection des mineurs, l'éloignement du mis en cause, et vous verrez à requérir les interdictions d'exercer et les inscriptions au FIGES. Dans l'affaire Liana, Madame la Présidente, et sans revenir sur ce que dira sans doute l'inspection, sur laquelle on aura sans doute l'occasion de discuter devant vous si vous nous réinvitez, le sujet n'est qu'aucun magistrat du siège n'est intervenu et qu'il n'y a pas de discussion possible pour savoir si nous discutons une décision de justice. Si un JLD, si un JAP, si un juge correctionnel avait considéré qu'une personne ne doit pas être en détention provisoire, malgré le fait que le procureur de la République ait requis à détention provisoire, s'il a été libéré de détention provisoire et qu'il aurait commis ses viols ou ses crimes ensuite, si la peine prononcée n'était pas à la hauteur que ce qu'aurait souhaité la Vox Populi ou parfois même in petto le garde des Sceaux, on pourrait toujours discuter de savoir qu'est-ce que le garde des Sceaux et finalement l'état de droit à être en accusation aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est la chaîne hiérarchique du parquet général et du parquet, en l'occurrence des parquets généraux et des parquets dans l'affaire Liana, puisqu'aucun juge n'a été saisi de cette affaire. Ça ne veut pas dire que les magistrats ne font rien, comme l'a très bien dit M. le ministre de l'Intérieur, les enquêteurs et les magistrats depuis très longtemps travaillent sur un contentieux de masse. Aujourd'hui, il y a 13 161 personnes en 2024
qui ont été mis en cause, dont la moitié ont une information judiciaire pour viol sur enfant. Donc ce sont des montants de personnes, comme l'a dit Monsieur le ministre de l'Intérieur, extrêmement importants. Mais ce que je voudrais vous dire dans le cas précis d'Iana, c'est que si on avait appliqué le principe même de la protection des enfants, de la saisie des téléphones portables, de la mise en cause de l'individu par une garde à vue, qui était tout à fait dans le cadre de la loi, puisque je rappelle que très rapidement, à la plainte déposée en Haute-Garonne, le médecin est très rapidement fait le constat du viol sur cet enfant. L'expert demandé par le parquet constate psychologiquement que, évidemment, cet enfant n'a pas de trouble particulier, qu'il faut évidemment la croire. Et par ailleurs, nous connaissons l'auteur, qui est inscrit dans Cassiopée et dans le TAJ à 2 reprises, puisque 2 plaintes précédentes sur viol avaient été classées. Et j'ai bien vérifié que les applicatifs numériques fonctionnaient au tribunal de Toulouse comme au tribunal d'Auch. D'ailleurs, les 2 tribunaux sont en procédure pénale numérique. Il n'y a pas de retard numérique. En ce qui concerne le tribunal d'Auch, j'avais été saisi par les parlementaires à l'été dernier sur le fait que 3 parquetiers suffisaient peu dans ce tribunal. La 4e a été placée au mois de septembre dernier, donc ils sont désormais à 4 magistrats dans le tribunal de groupe 4. Pour beaucoup de représentent ici les territoires ruraux, c'est une somme de magistrats qui sans doute est toujours insuffisant, mais permet de traiter les 180 dossiers de violence qui concernent les enfants de manière générale dans le département du Gers. Et par ailleurs, la brigade qui a été saisie, à ma connaissance, travaillant avec le parquet, avait les OPJ, puisqu'il y avait 3 OPJ, je crois, monsieur le ministre de l'Intérieur, sur les 8 gendarmes. Je pense que dans chacune de vos brigades de gendarmerie, vous qui représentez les territoires ruraux, vous savez que ce n'est pas un endroit où il manque sans doute d'enquêteurs ou de magistrats. Notre difficulté, Madame la Présidente, c'est qu'une plainte déposée à Toulouse, en Haute-Garonne, pardon, en août 2025, qui a un certificat médical qui montre, avec une convention entre le parquet, la gendarmerie nationale et le tribunal, qui montre les faits de viol, un auteur identifié qui est dans tous nos fichiers, et par ailleurs un expert qui, en moins de 10 jours, avoué que c'est d'ailleurs assez étonnant que nous ayons trouvé à Toulouse un expert en moins de 10 jours, et j'en salue la célérité de tout le monde pour voir cette petite fille. Incompréhensible que 9 mois après, la personne n'ait toujours pas été mise en garde à vue. Ses téléphones toujours pas saisis. On travaillait dans un milieu scolaire. Nous n'avons eu pas de relation avec l'éducation nationale, ni d'un côté d'ailleurs, ni de l'autre. Que les signalements, paraît-il, puisque maintenant l'enquête le dira, mais c'est ce qui remonte des procureurs généraux de l'ASE, n'avaient pas été faits, puisqu'il y aurait des sujets autour également de l'aide sociale à l'enfance, que lui-même était père de famille, et dont on constate malheureusement que par ailleurs, il y avait dans son giron familial, comme vous l'avez vu dans l'actualité, d'autres faits de violence sexuelle. Donc pour répondre à votre question, Madame la Présidente, c'est à ma connaissance, et selon la remontée des procureurs généraux, pas selon ce que j'en lis la presse, une défaillance grave. Je viendrai à vous dire, Madame la Présidente, que sur le fonctionnement même des parquets, des questions peuvent se poser. Comment on envoie par voie postale un dossier alors même que Internet et les messageries numériques existent depuis les années 90 dans les juridictions, sans passer un coup de téléphone pour dire à son collègue je t'envoie quelque chose d'important avec un viol sur mineur caractérisé, partant sans doute du principe que la mineure qui est venue déposer plainte était protégée puisqu'elle était en Haute-Garonne et que l'auteur était dans le Gers. Mais c'est évidemment faire peu de cas des autres, d'où l'inscription de ma circulaire politique générale, des autres enfants potentiels, quand on sait que les pédocriminels sont souvent sériels. Le deuxième sujet, c'est pourquoi le bureau d'ordre met 1 mois entre l'ouverture du courrier et l'attribution au magistrat. Et quand le magistrat obtient l'enquête, pourquoi il met 1 mois et demi pour saisir la brigade de gendarmerie. Et ensuite, avec M. le ministre de l'Intérieur, mais l'inspection nous le dira, pourquoi les actes d'enquête n'ont pas été faits plus rapidement, puisque à partir du 14 février, à ma connaissance, et selon la remontée des procureurs généraux, il n'y a plus aucun contact entre les services enquêteurs et le parquet. Et donc, ce qui nous manque dans cette histoire, ce n'est pas une nouvelle loi, ce n'est pas des nouveaux moyens, ce n'est pas des problèmes numériques, c'est simplement, me semble-t-il, la priorisation des plaintes pour viol. Et je crains que l'une des difficultés, c'est que nous ayons traité collectivement cette plainte comme on traite n'importe quelle autre plainte et qu'on n'a pas compris que la garde à vue, c'était au début et pas à la fin, pas comme dans une perquisition à la suite d'un cambriolage ou à la suite d'une escroquerie financière. Si, et je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui connaissent le travail formidable que font les gendarmes, les policiers, les magistrats dans les violences faites aux femmes, tout n'est pas parfait, bien évidemment, mais si quelqu'un
venait à appeler dans la nuit d'hier soir la police, imaginons à la préfecture de police ou à la gendarmerie, pour dire qu'elle a été violée par son mari et qu'elle a été frappée, cette personne serait immédiatement mise en garde à vue. On ne le ferait pas à la fin de l'enquête, on le ferait au début. On aurait une perquisition, très certainement. On aurait mis à l'abri la dame, on aurait regardé les antécédents judiciaires, et au moment où nous parlerions, elle serait en garde à vue, et on serait en train de discuter de savoir si on le met ou pas en détention provisoire, y a-t-il d'autres victimes. C'est exactement ce qui nous a manqué, puisque nous avions tous les éléments, un rapport médical qui était extrêmement clair, un auteur identifié, déjà connu dans les services du TAJ et de Cassiopée, et un expert qui avait pu rendre très rapidement son rapport pour dire que cette petite fille, il fallait la croire, et en effet, quelqu'un qui, si on en croit désormais les remontées, était manifestement dans une stratégie de pédocriminalité. Vous m'avez posé la question, Madame la Présidente, sur les dossiers, les 70 000 que j'ai évoqués. Alors je voudrais qu'on fasse un point sur ce point, parce qu'évidemment, j'en ai échangé avec la conférence des procureurs généraux et à la réunion des procureurs généraux de lundi matin. Il y a aujourd'hui entre 3 millions et 3,7 millions, 6 millions, Monsieur le ministre de l'Intérieur, je ne suis pas sûr qu'on les connaisse absolument toutes et tous, des plaintes qui sont aujourd'hui dans les commissariats et les brigades de gendarmerie. Ces plaintes, il y a de tout. Il y a des faits prescrits, il y a des vols à la roulotte, il y a du vol de matériel agricole, il y a des gens qui portent plainte contre leurs voisins, il y a des gens qui pensent qu'on fait du bruit près de chez eux, et puis il y a des crimes. Si je dézoome ces plaintes, à la connaissance des parquets, c'est un point très important, à la connaissance des parquets, il y a 70 000 plaintes aujourd'hui ouvertes en enquête préliminaire ou en enquête de flagrance par les parquets, pour lesquelles les parquets ont saisi les services de police et de gendarmerie, qui concernent les délits ou les crimes sur les mineurs. Il ne s'agit pas de 70 000 plaintes pour viol. J'ai répété, il s'agit de 70 000 plaintes qui touchent les enfants. Des délits, des violences psychologiques, des violences parentales, des violences dans le cadre scolaire ou des viols, qui sont effectivement des crimes. C'est ça, c'est les plaintes ouvertes aujourd'hui, qui correspond grosso modo au cas de la plainte ouverte de mois d'août dernier dans Haute-Garonne, qui est le début de notre incompréhension collective et pour lequel nous avons demandé un rapport d'inspection. Ce que nous avons demandé aux procureurs généraux, c'est de faire un point, puisqu'ils m'ont assuré, et je n'ai objectivement pas de raison de le croire, mais la confiance n'exclut pas le contrôle, et comme vous me dites, Madame la Présidente, il est normal que le chef d'administration, surtout avec ses parquets, demande si ces circulaires sont appliquées. Ils m'ont assuré que le cas de l'affaire Liana, en l'occurrence de la plainte précédente, dite Tamara ou Rosa, était un fait exceptionnel. Je pense que cela vaut le coup de vérifier. Et de regarder, non pas, comme j'ai entendu dire, qu'il fallait étudier 2000 plaintes par jour. Ce n'est pas du tout l'objet de la question du garde des Sceaux. C'est est-ce qu'il y a des actes d'enquête? Est-ce qu'il y a des dossiers qui dorment dans les parquets? C'est comme ça qu'on dit, puisque c'est un dossier qui a dormi entre le 14 février et aujourd'hui. La disparition tragique de Liana, ce dossier, n'a connu aucun acte d'enquête. Aucune relance du parquet, à ma connaissance, en tout cas ce que m'ont remonté les procureurs généraux, et qui aurait pu empêcher peut-être, à cette personne de pouvoir commettre ces crimes. Donc ma question a été de dire aux procureurs généraux, puisque vous pensez que déjà la quasi-intégralité des affaires ne correspondent pas à la tragédie absolue que représente cette procédure de plainte où les parquets n'ont manifestement pas fait les diligences demandées par la loi et par le garde des Sceaux dans ses circulaires de politique générale, je vous demande de revérifier. Donc, comme la plupart des magistrats font évidemment excellemment bien leur travail, et qu'il peut y avoir des difficultés, notamment peut-être ici ou là des manques de PJ, d'autres difficultés, de rappeler la priorité de ces plaintes qui sont des crimes pour enfants. Je l'aurais dit, vous me discriminez les plaintes qui concernent évidemment les crimes, parce que dans les 70 000, il y a des délits et il y a des crimes. Il y a des délits qui peuvent être qualifiés en crime, on le sait tous ici, qui peuvent être tentés d'être correctionnalisés. On leur rappelait que le crime est un crime et qu'il ne fallait pas le délictualiser. Donc dans les 70 000, qu'est-ce qui relève des délits, qu'est-ce qui relève des crimes? Pour répondre à votre question, Madame la Présidente, je ne le sais pas. Et nous n'avons pas de service statistique, vous le savez, j'en ai déjà parlé, au ministère de la Justice. Quand j'étais au compte public, j'avais l'INSEE. Quand j'étais à l'intérieur, j'avais le SSMI. Quand on est à la justice, on n'a pas de service statistique. On est en train de le créer. C'est pas si facile que ça de créer un service statistique, mais c'est une des difficultés, en effet, de la politique publique du ministère de la Justice. Je reviens à mes 70 000 plaintes. D'abord, je leur ai dit de regarder particulièrement les crimes sur les 70 000. Deuxièmement, de regarder les mineurs qui sont encore mineurs. Parce que dans les plaintes pour mineurs, classées comme telles dans le code natif que remplissent les parquetiers et les enquêteurs, il y a aussi des faits sur mineurs où les personnes ont 50 ans, 60 ans. Quand quelqu'un qui a 50 ans va au commissariat de police et dit « j'ai été violé quand j'étais petit
par mon père ou par mon oncle, c'est considéré comme une plainte sur un mineur au moment des faits. Et je pense que le plus important dans l'urgence prioritaire que j'ai demandé de traiter des parquets, c'est les enfants qui méritent d'être protégés aujourd'hui, avec d'autres enfants qui pourraient être victimes de viol. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter les incestes de ceux qui ont 50 ans et qui portent plainte. Bien évidemment qu'il faut le traiter. Mais dans la priorité qu'on demande, c'est d'abord de protéger les enfants mineurs qui portent plainte lorsqu'ils sont mineurs. Ça me paraît de bon sens. Ce qui aurait dû être fait, me semble-t-il aussi, dans le cadre de cette affaire. Donc, les 70 000, il y a des délits et des crimes. Dans les 70 000, il y a des gens qui portent plainte des dizaines d'années après les faits, dont certains sont prescrits. Je vous rappelle que vous avez souhaité qu'on continue à enquêter, même si les faits sont prescrits. C'est ce que nous faisons dans les parquets et dans les services d'enquête. Mais j'ai demandé que l'on priorise pour qu'il n'y ait pas d'autres affaires Liana, évidemment, les enfants qui connaissent des crimes et qui, par ailleurs, sont encore enfants ou viennent à peine d'avoir leur majorité, pour qu'on puisse traiter en ultra priorité et en effet en écartant tout le reste dans les semaines qui viennent. Donc ça, je l'aurais demandé pour le 14 juillet. Et Madame la procureure générale, Madame la Présidente, pas encore, Madame la Présidente, je rendrai public un état général de ce que j'ai demandé dans le mois qui vient. Et d'ailleurs, les procureurs généraux, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas attendu mes consignes. Après l'affaire Liana, ils ont eux-mêmes, j'en suis sûr, fait le revue de détail de leur parquet. À partir du 14 juillet jusqu'au 31 juillet, et je n'ai pas dit qu'aucun magistrat partirait en vacances, j'ai dit que je ne partirai pas en vacances, et ni les procureurs généraux non plus, tant que je ne les aurais pas vus un par un. Je vais les voir un par un, Madame la Présidente, pour faire le point sur chacun de leurs dossiers. Non pas individuellement, je n'ai pas à les connaître, mais pour dire qu'est-ce qui manque. Est-ce qu'il vous a manqué de diligence sur des dossiers comme dans l'affaire Liana, et combien? Ce qui montre, et je dirai publiquement si les choses sont ainsi systémiques ou non. Est-ce qu'il manque des OPJ? Donc j'en parlerai avec Monsieur le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il manque des psys? Vous savez qu'il nous manque beaucoup de psys pour faire des expertises. Est-ce qu'il manque de la médecine légale, des UMJ? Parfois vous m'interrogez pour savoir est-ce qu'on ne peut pas créer une UMJ dans mon département. Là on vient d'en inaugurer une à Cahors, mais il manque des UMJ dans les départements, c'est tout à fait vrai. Est-ce qu'il manque une bonne coopération avec la PNIJ et les opérateurs téléphoniques? Est-ce qu'on peut analyser tous les téléphones en temps réel à Mont-de-Marsan et à Cayenne? Bon, et là, effectivement, peut-être, en dehors de l'affaire Liana, se posent des questions plus systémiques de manque de moyens, de magistrats, d'enquêteurs. Mais je voudrais redire ici, Madame la Présidente, que ce n'est pas un manque de moyens, ce n'est pas un problème numérique, ce n'est pas un problème d'enquêteurs qui ont empêché d'appliquer des circulaires très claires et de la volonté, je crois, du législateur, qui est de dire en priorité, en urgence absolue, dit même la dernière circulaire, en urgence absolue, les plaintes déposées par des enfants mineurs qui sont encore mineurs et pour lesquels il y a en effet des rapports médicaux et des expertises qui démontrent qu'il y a potentiellement un prédateur sexuel. Donc voilà, Madame la Présidente, en quelques mots. Je voulais dire que depuis juin 2024, comme je vous l'ai dit, le tribunal de Toulouse est équipé numériquement. Elle est même qualifiée par l'Agence du numérique de l'État comme une juridiction très avancée. Et la PPN, c'est-à-dire la procédure pénale numérique à Auch, est depuis juin 2024 également en action. Et donc, du point de vue qui m'est remonté des procureurs généraux, je crains que, effectivement, dans l'affaire Liana, il y a eu une défaillance des services des parquets, peut-être d'autres services de l'État. On en a parlé avec M. le ministre de l'Intérieur et M. le ministre de l'Éducation nationale. Et on aurait dû appliquer de manière prioritaire, même en cas de dessaisissement de Toulouse pour Auch, parce que l'auteur et parce que les faits étaient dans un autre département, on aurait dû appliquer le principe de précaution pour mettre de côté M. Barella et regarder s'il était ou non l'auteur de ces viols. Merci, Monsieur le garde des Sceaux. Avant de passer la parole à mes collègues qui se sont inscrits nombreux pour poser des questions, je voudrais tout de même reprendre un point sur lequel je vous ai interrogé, sur lequel je ne crois pas avoir obtenu de réponse. Bon, vous nous avez fait part de votre analyse sur l'affaire. J'avoue que la commission des lois n'allait pas si loin que de savoir exactement ce que contenait l'enquête administrative avant de l'avoir vue. Mais ce que je vous avais demandé, c'est en partie, bien sûr, ce que vous allez faire désormais, mais surtout ce que vous aviez fait jusqu'à maintenant pour décliner la politique pénale que vous aviez effectivement mise en œuvre par circulaire assez claire sur la question. Or, sur ce point, je ne crois pas avoir obtenu de réponse. Car aujourd'hui, vous nous dites, nous allons traiter ces 70 000 dossiers en détaillant d'une façon assez claire ce qui allait être fait. Mais qu'a-t-il été fait jusqu'à maintenant pour piloter cette politique pénale? C'était ça ma question. Alors, je pense avoir répondu, Madame la Présidente, mais je vais préciser mon propos si je ne l'ai pas fait. Tous les 3 mois, je réunis les procureurs généraux. Je fais un point sur 2 sujets.
le narcotrafic et les violences sexuelles contre les femmes et les enfants. Je demande des taux de pourcentage de poursuite. Par exemple, à Auch, on est à 59% de taux de pourcentage de poursuite. Et c'est une des juridictions où le taux de poursuite est le plus important. En Occitanie, c'est 53%, par exemple. Mais c'est m'apercevant que sur les violences faites aux femmes et aux enfants, le taux de poursuite n'était pas à la hauteur, me semble-t-il, de la priorité que j'ai donnée. Et m'intéressant particulièrement aux affaires de pédocriminalité, je l'ai dit, dans le périscolaire et notamment à Paris, que j'ai fait une première revue de détail sur le périscolaire spécifiquement, puisque c'était une des questions qui m'était interrogée, et je m'étais aperçu, en effet, que ces plaintes n'étaient pas placées de manière prioritaire dans un certain nombre d'endroits, qu'on pourrait rendre public si vous le souhaitez, mais qui peut avoir des raisons d'ailleurs structurelles pour lesquelles les magistrats ne le font pas, notamment un manque d'enquêteurs. Je me rappelle avoir un échange particulier en Outre-mer pour avoir fait cette revue de détail à Cayenne, où, si je peux me permettre, la situation en Outre-mer des violences faites aux enfants est absolument dramatique. Et on peut comprendre pourquoi à Cayenne le taux de poursuite est difficile, puisqu'il manque à la fois d'enquêteurs de la police nationale et de la gendarmerie, mais aussi du MJ et aussi d'experts. Et donc, ressort par ressort, c'est ce que je fais tous les 3 ou 4 mois avec les procureurs généraux. J'ai un pourcentage que je peux communiquer à la commission des lois, taux de poursuite, affaire par affaire. Selon ce pourcentage, qui évidemment est un peu trop global, mais qui permet d'avoir une indication, je prends ou pas un certain nombre de discussions avec les procureurs généraux. Je ne peux discuter qu'avec eux. Moi, je ne peux pas discuter en direct avec un procureur de la République. C'est un point à savoir. Le ministre de la Justice ne peut pas appeler un procureur de la République pour lui parler d'une affaire. C'est strictement impossible. Voilà. Il peut demander des fiches d'action publique à son procureur général, ce qui est une façon de montrer qu'il s'intéresse à une affaire. Sur les affaires de viol sur enfants, j'ai exactement demandé 41 fiches d'action publique sur des affaires qui m'étaient soit remontées par la presse, soit interpellées par des gens, sans pouvoir leur communiquer le contenu, pour savoir s'il y avait bien une enquête qui était ouverte, pour savoir s'il y avait bien des diligences qui avaient été faites. Mais je ne peux pas intervenir auprès du procureur de la République pour lui dire pourquoi ça n'a pas été fait et quel acte d'enquête il devrait le faire. Ça, c'est interdit. Se pose d'ailleurs la question de savoir si c'est une bonne manière de gérer la politique publique, mais je ferme la parenthèse, je ne veux pas ouvrir ce débat. Aujourd'hui, j'ai donc des taux de pourcentage, code d'infraction par code d'infraction, donc je m'intéresse particulièrement au narcotrafic et aux violences faites aux femmes et aux enfants, et ayant compris que les taux de poursuite étaient quand même assez limités dans le monde scolaire et périscolaire, j'ai pris la circulaire du début du mois de mai que je vous ai citée et que je peux vous redonner si vous ne l'avez pas reçue. Je vous remercie. Alors, je vais passer la parole à nos collègues pour leurs questions. Monsieur François Bonhomme. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, moi je voudrais revenir sur un point particulier. Donc à la suite de la mort d'Iliana, une mission d'inspection, ça a été dit, est en cours. Vous avez dressé un peu les points sur les enjeux de l'embolie judiciaire auxquels nous devons faire face. Mais j'aimerais savoir simplement à ce stade de quels premiers éléments pouvez-vous nous communiquer sur cette mission d'inspection liée à cette affaire. Alors, la mission d'inspection a été diligentée vendredi matin, elle est interministérielle, à la suite des échanges qu'on a eu avec le Premier ministre, puisqu'elle est à la fois de la gendarmerie nationale, Charles Laurent, de la magistrature et de l'éducation nationale, parce qu'il y a aussi ce monsieur qui travaille dans un milieu scolaire, un lycée, qui avait des relations qu'on pourrait qualifier de non appropriées avec des élèves et qui a été exclu. Il était embauché par la collectivité locale, pas par l'éducation nationale, puisqu'il était un agent technique. Il a été exclu de son lycée et il n'y a pas eu de plainte d'article 40 faite à la justice ou à la police. Donc d'où une mission interministérielle qui a été composée le jour même. C'est-à-dire qu'en général, pour ceux qui connaissent ce sujet, on met beaucoup de temps pour trouver les inspecteurs le jour même de l'inspecteur. La première réunion a eu lieu le vendredi après-midi sans les ministres, parce qu'il s'agit d'un rapport d'inspection. Hier matin à 8h30, lundi matin, oui, nous sommes bien mardi. Lundi matin à 8h30, elle était à Toulouse. Je crois que ce matin, il me semble qu'elle est à Auch. Elle rendra sous 15 jours, maintenant sous 13 jours, son rapport, que personnellement, en ce qui concerne le volet magistrat, mais j'imagine que ce sera pareil pour les autres, sera personnellement rendu public. Je rendrai public cette inspection. À partir de cette inspection, personnellement, en ce qui me concerne, je dois diligenter des enquêtes administratives à partir sur les sanctions que j'imaginerais prendre si jamais je devais prendre des sanctions. Il n'y a pas de sanctions prédéfinies dans ma tête, mais manifestement des défaillances ont eu lieu. Et ces enquêtes administratives permettront de saisir le Conseil supérieur de la magistrature en ce qui me concerne et de proposer, si jamais il devait y en avoir, des sanctions après un avis du Conseil supérieur de la magistrature. Ce que j'ai moi comme information, parce que je n'ai aucune et je n'aurai aucune remontée avant le rapport d'inspection sous 15 jours, qui est quand même une grande rapidité, c'est que j'ai les remontées des procureurs généraux. Moi, j'ai mis 6 jours à évoquer cette affaire. La première fois que je n'entends pas de cette affaire, c'est une demande par le parquet d'Auch d'alerte enlèvement de cet enfant.
Donc vous savez, l'alerte enlèvement, elle est sous l'autorité du ministère de la Justice. Les parquets font des demandes et c'est le ministère de la Justice qui valide les alertes enlèvement. Donc il y avait ce qu'on appelle une pré-alerte enlèvement. Avec un process que nous avons ensemble avec le ministère de l'Intérieur, on a peu d'alertes enlèvement pour éviter de rendre inopérant ce dispositif qui a été inventé il y a plus de 20 ans et qui montre son efficacité. Assez vite, du coup, c'est la première fois que j'ai entendu parler de cette affaire. Mon cabinet m'a dit, voilà, une demande de prélèvement pour une enfant. J'ai demandé quels étaient le contenu de cette affaire que je ne connaissais pas. Puis le député du Gers, il se trouve que par hasard, je recevais le groupe Lyotte à déjeuner au ministère, m'a dit, tiens, dans mon département, il y a cette petite qui est disparue, on s'inquiète beaucoup. Et je dis oui. J'ai appris ça par une pré-alerte enlèvement et j'ai du coup redemandé où en était l'affaire. Donc le procureur général d'abord d'Agen, puisqu'il s'agit du ressort d'Auch, puis le procureur général de Toulouse, quand j'ai appris que l'une des plaintes précédentes venait de Haute-Garonne, puisqu'il s'agit d'un autre parquet général, m'ont remonté les affaires. Et depuis, j'ai eu d'innombrables fiches d'action publique, à peu près toutes les 4 heures, où j'ai appris un certain nombre de constats que je ne fais pas moi, que je ne lis pas dans la presse, que les procureurs généraux me remontent, puisque c'est ainsi que la loi organique permet au ministre de la Justice d'avoir les fiches d'action publique, où je constate l'absence, par exemple, de communication téléphonique entre le parquet de Toulouse et le parquet d'Auch. C'est le procureur général de Toulouse et d'Agen qui me le disent. Bon. Donc les éléments que j'ai, ce sont les éléments du procureur général qui me font des fiches d'action publique, qui seront évidemment soumis, qui seront totalement donnés au rapport d'inspection. Le rapport d'inspection, on n'a pas à les remonter et on l'aura dans 13 jours et je rendrai public ce rapport d'inspection. Merci. Monsieur Hervé Reynaud. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Garde des Sceaux. Effectivement, on ne peut pas aborder ce sujet sans parler quand même de l'émotion très forte que l'on ressent dans le pays. Une pensée pour le deuil de cette famille, mais on a bien vu que la communauté nationale, au regard des rassemblements qu'il y a pu y avoir hier soir devant les tribunaux, il y a une grande empathie. Et chacun d'entre nous étions dans nos territoires ce week-end. Et je pense que c'est vraiment le sujet de conversation numéro 1 et avec une grande sensibilité que l'on ressent. Mais il y a également un regain de colère par rapport à ces événements, de n'avoir pu éviter le drame, évidemment, le sentiment d'échec et peut-être que l'institution, que l'État ne protège plus. Donc je pense que pour la suite des événements, c'est un élément à prendre en compte urgemment pour sortir de cette ornière. Cette affaire pose aussi la question des fichiers de police et de justice. Vous l'avez un petit peu évoqué en préambule. Nous savons que l'auteur était fiché, donc suite aux procédures dont il a fait l'objet. Le risque de réitération était donc caractérisé. Et on peine à comprendre comment le croisement des fichiers, ce qu'on appelle le hit qui a dû en résulter, n'a pas provoqué une alerte et encore plus une action immédiate. Donc qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et enfin, concernant la priorisation des plaintes en matière de viol, toutes les 3 minutes, donc un enfant est victime de violences sexuelles, on nous dit que dans 92% des cas, les enfants qui parlent n'obtiennent pas de soutien positif. La mère de la fillette de 12 ans, qui avait donc porté plainte en août dernier, on l'a vu dans les médias, sans nouvelles, a relancé l'institution et a été menacée elle-même de main courante ou accusée de harcèlement. Donc ça révolte complètement d'entendre ces choses-là. Donc comment sortir de l'ornière? Albert Camus disait « Celui qui désespère des événements est un lâche, mais celui qui espère en la condition humaine est un fou ». Comment sortir de cette ornière? Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je vais peut-être parler des fichiers, peut-être Monsieur le ministre parlera de la relation de la dame avec les services enquêteurs. Ce monsieur était connu, à ma connaissance, monsieur le sénateur, était connu 2 fois des services de justice et de police. D'une plainte en 2017, classée, parce qu'une maman, là encore je dis ce que m'ont remonté les procureurs généraux, une maman a déposé plainte pour viol sur sa fille, elle avait 17 ans, cette fille, quand elle a été auditionnée, a dit qu'elle était consentante, qu'il n'y avait pas eu de relation sexuelle de simple baiser, je mets des guillemets puisque c'est ce qui s'est dit, et il y a eu un classement à la suite de ça, 2017. Quand arrive ce genre d'affaires, même classées, vous êtes dans 2 endroits, vous êtes otage, donc le fichier des auteurs pour lesquels il y a eu une plainte qui est déposée, ça ne veut pas dire que vous êtes condamné, c'est-à-dire qu'il y a une plainte qui a été déposée contre vous, et vous êtes dans Cassiopée,
qui est un applicatif du ministère de la Justice que les parquetiers ont et qui sont consultés pour voir quels étaient les antécédents, non pas de condamnation judiciaire, mais de relation avec la justice. Et tout le monde a bien fait son travail. Il y a inscrit dans ces deux fichiers, le TAJ, c'est à la police et à la police gendarmerie et service enquêteur parquet. Cassiopée, c'est pour que le parquet. En 2020, une autre plainte est déposée d'une petite fille dans le Pas-de-Calais qui explique qu'un ami de son papa, en l'occurrence ce monsieur, elle avait été violée. Bon. Elle l'a écrit sur un bout de papier. Tout le monde est auditionné, la police, les gendarmes, les magistrats font leur travail, y compris ce monsieur, la femme de ce monsieur qui dit qu'il n'y a pas de problème. Voilà, il y a une enquête médicale qui démontre manifestement pas. Encore une fois, je lis ce que me disent les procureurs généraux. C'est une séparation conflictuelle, c'est l'ex-ami de son papa. C'est classé. Là aussi, c'est dans le TAJ. Là aussi, c'est en Cassiopée. J'ai bien vérifié que les deux étaient inscrits. Donc, quand arrive la troisième plainte, qui n'est pas celle de l'IANA, mais celle de Toulouse, nous connaissons dans le TAJ, donc les gendarmes peuvent le consulter. Quand quelqu'un vient déposer plainte contre M. X, on regarde ses antécédents et on voit qu'il a déjà 2 plaintes classées, certes, mais 2 plaintes de viol sur mineur. C'est pas extrêmement courant. Bon. Et dans Cassiopée, pour le parquet, quand on prévient le parquet pour dire voilà, on a une plainte contre M. X, le parquetier regarde le TAJ et il regarde aussi ce qu'il y a dans Cassiopée. Ces applicatifs marchaient, fonctionnaient, il n'y avait pas de bug. On constate que cette personne est donc connue des services de police et de justice, mais n'a jamais été condamnée. Donc, la question que vous posez, monsieur le sénateur, c'est est-ce que ça a fonctionné? Oui, ça a fonctionné. Les services étaient informés de son passé judiciaire, même s'il n'a pas été condamné. Il a été informé de ses antécédents, comme on dit. Alors après, vous posez une autre question. Est-ce qu'on doit faire un fichier des délinquants sexuels soupçonnés? Alors, il y a un fichier qui existe, qui est judiciaire, qui s'appelle le FIGES, où les gens qui sont condamnés pour violences sexuelles, mais aussi qui sont mis en examen, c'est-à-dire qu'il y a des indices graves et concordants par une décision d'un juge, peuvent inscrire quelqu'un dans le FIGES. C'est un peu comme le FIGET pour le terrorisme, il y a le FIGES pour les délinquants sexuels, qui concernent tous les délinquants sexuels, y compris les mineurs. C'est ce que notamment les collectivités locales, j'ai été maire comme beaucoup d'entre vous, peut demander à leurs tribunaux, à leur procureur de la République et à leur préfet pour savoir si j'embauche M. X pour être animateur scolaire dans ma commune, est-ce qu'il est au FIGES? Et quand vous demandez votre casier judiciaire, on voit si vous êtes inscrit ou non sur ce point. Mais ça, il faut une décision d'un juge d'instruction. Encore faut-il que le juge d'instruction soit saisi. Le procureur de la République peut requérir l'inscription, mais ce n'est pas lui qui peut le faire, ni les services de police et de gendarmerie. Aujourd'hui, monsieur, il y a 9 986 informations judiciaires ouvertes pour viol sur mineurs. Je pense que vous vous rendez compte qu'il y a plus de 10 000 personnes, informations judiciaires pour un juge d'instruction est saisi. C'est une masse très importante de personnes. C'est 30 000 pour les viols sur les femmes et c'est 10 000 sur les enfants. C'était 2 fois moins quand le président de la République a été élu. Donc il y a une somme de personnes pour lesquelles les plaintes sont déposées, les parquets et les enquêteurs font leur travail, les juges sont saisis, très importante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ratés, hein, bien évidemment, mais comme l'a dit Laurent Nunez, il y a un travail qui est fait au long cours partout dans vos juridictions, dans vos services de police et de gendarmerie. Le FIGES, il faut qu'il y ait une information judiciaire et il faut que le juge d'instruction l'inscrive. Donc, il n'était pas dans le FIGES puisque, par nature, il n'avait pas été poursuivi et il n'avait pas connu d'information judiciaire. En revanche, si la question que vous posez, est-ce qu'il faut un fichier administratif de police pour inscrire les gens qui ont des signalements, mutatis mutandis, mais monsieur le ministre de l'Intérieur le dira mieux que moi, comme les fichiers S, qui sont un fichier administratif, c'est une question démocratique qui n'appartient pas au ministre de la Justice et il faudrait un long débat au Parlement et il faudrait peut-être penser que ce ne serait pas forcément constitutionnel. Mais c'est une question intéressante. Les fichiers S, ce ne sont pas des gens qui ont été condamnés pour terrorisme. C'est des gens dont il y a un signalement et dont on pense que... Et ce n'est pas un fichier public. Chacun sait que c'est un fichier de renseignement par ailleurs. Voilà. Donc pour répondre à votre question, non, les applicatifs dans le cadre de la loi ont totalement marché. Dans le cadre de la loi, les magistrats appliquent la loi, ils ont fait leur travail d'inscrire. Ce qu'on n'a pas fait, et c'est notre problème, c'est que quand on a vu les antécédents, on ne s'est pas dit, il y a plusieurs points, ça fait une ligne. Et on devrait se dire, là, c'est pas une simple dénonciation. Pardon de dire mot simple, parce qu'il y a plein de choses qui sont graves dans un mot simple. Mais là, on a l'examen médical, on a l'examen psy, on a le nom du GUS, on a ses antécédents judiciaires, ça fait beaucoup, on devrait peut-être aller se dépêcher pour le mettre en garde à vue. Voilà ce qui n'a pas marché. Ce n'est pas les fichiers qui n'ont pas marché, c'est l'interprétation de cela. Merci Madame la Présidente. Je vais répondre sur la deuxième partie de votre question, Monsieur le Sénateur. Je complète sur le premier point le commentaire de Monsieur le Garde des Sceaux. Donc,
les deux premières procédures qui donnent lieu à classement sont inscrites effectivement au TAJ. Et comme vient de le dire fort justement Monsieur le garde des Sceaux, ça fait partie, c'est un des 5 éléments qui nous laisse à penser que, une fois que le dossier arrive à Auch, on a toutes les constatations qui ont été faites et on a ces 2 antécédents. Même avec classement, en général, les enquêteurs les prennent en compte. Ça vous donne quand même un panorama de l'individu. Sur les coups de fil, j'ai fait vérifier, évidemment, je suis très sensible à ce qu'a dit cette maman, hein, qui aurait passé plusieurs coups de fil. Enfin, j'ai aucune raison de remettre en cause sa parole, hein, évidemment, je le dis tout de suite, hein, qui a passé plusieurs coups de fil et pour lesquels elle aurait à un moment été menacée de plainte pour harcèlement. Nous, on a fait un certain nombre de vérifications, hein, et on continue à les faire. Il y a un certain nombre d'appels qui sont tracés. Pas tous, mais certains le sont. Et on a effectivement eu des contacts, hein, entre cette maman et l'enquêteur, notamment. Hein, donc l'enquêteur, notamment, quand il a été saisi à la brigade territoriale de Lectoure, qui s'est signalé, il a dit c'est moi qui suis en charge. Et puis, par la suite, on n'a plus trop de traces d'appels, mais on recherche, hein, les appels qui ont pu être réorientés, hein, en fonction de l'heure d'appel, qui ont pu être orientés vers le centre opérationnel départemental, hein, vers le Corge. Ils ont pu être réorientés à cet endroit-là. Donc voilà, on est en train de regarder tout ça. On va le vérifier évidemment pour savoir de quelle manière ces appels ont été traités. En tout cas, je n'ai aucune raison de remettre en doute la parole de cette maman, et 2, évidemment, si je mène ces recherches, ce n'est pas pour venir la contredire, c'est pour essayer de faire des rappels à l'ordre s'ils étaient nécessaires. Merci. Madame Dominique Verrier. Merci Madame la Présidente. Je vais, une fois n'est pas coutume, m'adresser plutôt au ministre de l'Intérieur qu'au ministre de la Justice, parce que le problème d'informatique, de formation avec le ministre de la Justice, nous en parlons déjà régulièrement. Mais là, lorsqu'on parle aujourd'hui d'une erreur, d'un fait exceptionnel, cela pourrait s'entendre si ça n'était pas déjà arrivé, ce genre de sujet, concernant les atteintes aux personnes, que ce soit dans le cadre familial ou de proches. On ne peut pas citer tellement d'erreurs autonomes qu'aujourd'hui, je pense que ça relève plutôt d'un problème global. Je voudrais parler par exemple de Mérignac, le meurtre de Shahinez Daoud, où le policier qui devait protéger la victime était lui-même auteur, a fait un certain nombre d'erreurs. Il a été sanctionné ensuite. Mais que faisait-il là, à ce moment-là ? On peut parler de Cubzac, où une femme a été déposée plainte 2 fois en gendarmerie pour violence de la part de son conjoint qui sortait de prison, de 20 ans de prison pour avoir tué sa précédente conjointe. 2 plaintes qui ne sont pas transmises au parquet. Elle n'est pas venue la 3e fois, elle était morte. On pourrait parler d'erreurs, mais malheureusement, je vous ai moi-même interpellé récemment pour la gendarmerie d'Alassac, qui a refusé par 2 fois de prendre une plainte pour harcèlement. Alors, c'était du cyberharcèlement, mais on sait bien que le cyberharcèlement peut se révéler aussi mortel dans la vie ensuite. Vous les avez vous-même rappelés à l'ordre. La plainte a été prise. A-t-elle été suivie derrière ? J'aimerais bien le savoir. Si je donne ces exemples, c'est pour montrer qu'il ne s'agit donc pas d'exception. Et là, j'entends parler donc de priorité. Lorsque les femmes et les hommes manquent, il faut prioriser. Mais c'est pas seulement ça. Moi, je peux témoigner que, selon le colonel de gendarmerie que j'ai à la tête de mon département, les priorités ne sont pas toujours les mêmes. Et lorsque la priorité, c'est les femmes et les enfants, eh bien, les plaintes sont prises, les enquêtes sont faites en se donnant les moyens de les faire, et ce qui permet au parquet de plus facilement poursuivre et donc de plus facilement condamner. Mais lorsque ça n'est pas la priorité de mon colonel de gendarmerie, je peux vous assurer que j'ai beau l'interpeller, rien ne se passe et des erreurs arrivent. Mais au-delà de nos responsables départementaux, j'ai cru comprendre que lors de la présentation de votre feuille de route aux forces de sécurité intérieure, les violences faites aux femmes et aux enfants n'en faisaient pas partie. Et donc, si cela est vrai, je n'ai pas pu retrouver ce discours pour pouvoir le vérifier. Vous allez donc pouvoir me répondre. Mais si cela est vrai, comment pensez-vous qu'en dessous, on comprenne que c'est bel et bien une priorité ? Comment pensez-vous faire passer le message dorénavant sur la priorité de ces sujets ? Comment pensez-vous faire passer le message de la nécessité de formation ? Depuis 2019, où on avait fait un rapport sur les violences sexuelles sur mineurs, puis 2023, le plan Rouge Vif, puis
toutes les fois où nous parlons de ça, nous parlons de formation, formation, formation. Et même si la gendarmerie est plus allante que la police, très sincèrement, on n'est pas au bout du compte. Combien de TP aujourd'hui à l'OFMIN? Combien de policiers et de gendarmes réellement employés dans les maisons de protection des familles et les brigades locales de protection des familles? Monsieur le ministre, quand est-ce que cela deviendra votre priorité à vous aussi? Monsieur le ministre. Madame la sénatrice, c'est ma priorité. Que les choses soient claires, c'est ma priorité. Voilà, donc les instructions qui ont été envoyées d'ailleurs par moi-même, par les directeurs généraux et par l'ensemble de mes prédécesseurs ont toujours priorisé les violences faites aux femmes et les violences faites aux mineurs. C'est réellement une priorité. Depuis 2019, les moyens ont été considérablement augmentés. Les effectifs, d'abord, pardon, je reviens sur les plaintes dont vous parlez, ce sont des sujets qui sont divers, qui n'ont pas la même importance. Certains dossiers sont terminés de manière absolument dramatique, vous avez raison de le rappeler, notamment dans l'affaire Mérignac où Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, avait pris des sanctions, avait pris un certain nombre de sanctions. Et puis, il y a le sujet que vous évoquez. Il y a eu quatre sanctions qui ont été prises dans cette affaire. Vous évoquez ensuite la question de la prise de plainte qui est variable en fonction du commandant de groupement, qui est à la tête du département. Voilà, à tous, on rappelle que c'est une priorité. Je vous l'assure, c'est réellement une priorité. Et elle se traduit par les effectifs qui ont augmenté dans les différentes structures. Vous avez parlé de l'OFMIN. L'OFMIN, c'est une soixantaine d'enquêteurs. Bon. Attendez, non, mais laissez-moi terminer. Donc, une soixantaine d'enquêteurs. Mais ce que je veux surtout vous dire, c'est que les plaintes pour les violences faites aux femmes, les violences faites aux mineurs, elles sont prises dans tous les services. Dans tous les services. Nous avons plus de 20 000 fonctionnaires de police, militaires, de gendarmerie qui sont formés pour ces prises de plaintes et elles ont vocation à être prises dans tous les services. L'accueil, il se fait en tout lieu. Et ça, c'est réellement une priorité, je peux vous l'assurer. Je peux vraiment vous l'assurer. Et nous n'avons de cesse de le répéter et nous n'avons de cesse d'allouer des moyens pour ce type de contentieux. Et je vous le dis et je le redis, et c'est très, très clair. Vous me dites, ça ne figure pas dans ma feuille de route. Mais je viens de lancer un plan qui vise à renforcer la filière d'investigation, dans laquelle nous fléchons un certain nombre d'emplois nouveaux qui sont créés au projet de loi de finances pour 2026. Il y a 700 emplois nouveaux qui sont créés, dont une grande partie, enfin la totalité, vont sur la filière judiciaire et dont une grande partie vont sur le traitement de ce contentieux. Et évidemment, ça s'accompagne d'instructions au service. Nous sommes en train, avec le directeur général de la police nationale, de regarder service par service où nous allons affecter ces agents. Dans le même temps, dans chaque département, vous avez maintenant des maisons de protection des familles en gendarmerie, qui sont armées en général de 5 fonctionnaires. Et donc, nous ne cessons de monter en puissance sur ce dispositif. Vraiment, je vous l'assure. Et donc, voilà, ça reste, et c'est clairement, je peux vous le confirmer, une priorité. Voilà, n'en doutez absolument pas là-dessus. Après, que vous ayez sur certains territoires des plaintes, des paroles qui ne soient pas entendues, ça, je le regrette, on le combat. On le condamne, on le sanctionne quand on en a connaissance, mais il ne faut pas en tirer une généralité. Il ne faut pas en tirer une généralité. Madame Marie-Pierre de la Gontrie. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi d'abord de vous remercier d'avoir accédé, évidemment, sans difficulté, au souhait que mon groupe avait manifesté d'audition des ministres. Ce matin, nous sommes, au fond, il y a deux terrains, deux niveaux sur lesquels nous devons nous interroger. Il y a l'affaire Liana, il y a l'inspection, et il y aurait une curiosité à demander aux gardes des éléments, ou au ministre de l'Intérieur, des éléments sur une inspection dont ils ne disposent pas. C'est tout aussi curieux d'ailleurs de vous entendre, Monsieur le Ministre, très rapidement dire à la télévision qu'il y a eu des dysfonctionnements, mais de manière assez affirmative. Alors, plusieurs sujets se posent parce que ce qui compte dans cette affaire, c'est qu'à la lumière de ce que vous aurez comme élément et que vous rendrez public, il sera possible d'identifier ce qui a amené à ce drame. Et ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, on ne peut pas parler de dysfonctionnement. On parle de fonctionnement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, l'ampleur du problème, il est de trouver les moyens, à ce moment-là, d'empêcher
que ça se reproduise. Et c'est notre souhait. Alors, plusieurs sujets se posent. Vous avez fait état de vos circulaires. Ce qu'on comprend néanmoins, c'est que vous avez... Vous revenez souvent, et je le comprends, sur la particularité du poste de ministre de la Justice. Et effectivement, ce n'est pas comme dans les postes que vous avez occupés précédemment, où il y a une chaîne hiérarchique, j'ai envie de dire, simple, entre guillemets, et donc tout ça est évidemment bon. Donc vous disposez de possibilités de circulaires de politique pénale, mais aussi d'autres types de circulaires. Visiblement, c'est une pratique à laquelle vous avez recours de manière extrêmement fréquente. Et ce qu'on constate lorsqu'on échange, parce que nous échangeons tous avec nos interlocuteurs du monde judiciaire, c'est qu'ils ne s'y retrouvent plus. Et que tout est prioritaire, y compris dans ce que vous avez évoqué dans la revue des procédures, ou en tout cas des affaires en cours. C'est que, moi je n'ai pas encore compris, mais vous allez sûrement nous l'expliquer, comment est-ce que les parquets vont pouvoir revoir les 70 000 procédures, sans pour autant, d'ailleurs votre circulaire de hier soir le dit, c'est qu'il faut faire les 70 000 procédures, mais il faut quand même traiter les autres. Donc, je ne sais pas comment tout ça va se faire. Donc, c'est un système aujourd'hui qui ne fonctionne pas, et le problème, c'est que le problème des moyens a été identifié depuis longtemps. Et d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle pour vous, je note que le ministre des Comptes publics, ce matin, a dit que le budget du ministère de la Justice devait encore augmenter l'année prochaine. C'est bien dire qu'il y a un sujet sur ce plan-là. Et quand je dis il y a longtemps, c'est que vous avez eu en 2022 un rapport de l'inspection générale. Ce rapport est désormais rendu public par la presse, pas par vous. Il a été fait à la demande de la Civise, dont vous savez qu'elle n'a pas perduré, et qui indique que le taux de classement sans suite de ce type d'affaires est entre 50 et 84%, et que 30% des dossiers n'avaient connu qu'un seul acte d'investigation, parce que les policiers eux-mêmes sont totalement débordés, saturés, et n'ont pas la capacité de le faire. Et la conclusion de ce rapport disait « Les retards de traitement sont en relation directe avec les moyens disponibles, les moyens en enquêteurs, les moyens en permanencier du parquet », parce que les petits parquets, j'ai vu que la présidente s'exprimait là-dessus, elle a tout à fait raison, c'est encore plus compliqué pour les petits parquets, les experts disponibles, etc. etc. Donc, sur cet aspect-là, vous aviez depuis plusieurs années à la chancellerie le constat que vous semblez, guillemets, découvrir aujourd'hui. À cela, d'ailleurs, c'est assez curieux parce que le Premier ministre a souhaité s'exprimer hier. Il vous a adressé un courrier qu'il a rendu public. Il a élargi le champ ministériel concerné en élargissant à certains autres de vos collègues. Mais ce qu'il articule dans ce texte, dans cette lettre, n'évoque que des réponses de procédure pénale. Et donc, mais ma collègue Corinne Narassiguin y reviendra, ça veut dire qu'au niveau du gouvernement, je pense que vous n'avez pas compris que le problème était la façon dont était appréhendée au niveau policier, au niveau judiciaire, la question des violences faites aux femmes et aux enfants, parce que les auteurs sont non pas les mêmes, mais des hommes, et que la réponse qui doit être apportée est une réponse qui n'est pas simplement une réponse de procédure pénale. Donc, sur ces différents points, je ne vous demande pas d'indiquer que vous seriez en désaccord avec le Premier ministre, ce serait inélégant, et d'ailleurs, vous le voyez dans une demi-heure. Mais qu'avez-vous fait à la suite du rapport de l'inspection de 2022 qui faisait déjà le même état des lieux que celui que nous constatons aujourd'hui? Bien, pardon. Merci, Madame la Présidente. Madame de La Gontrie, vous posez plusieurs questions. D'abord, vous posez la question des moyens. C'est en effet très important. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue fortement. Dans un ministère qui, en effet, M. Orvoas, pour la dernière année de sa fonction, lorsqu'il était ministre, le dernier garde des Sceaux du président Hollande, évoquait un ministère en clochardisation. 2013, 7,7 milliards hors retraite. Madame La Gontrie, si les moyens avaient été mis avant, on aurait eu des magistrats à présent. Bien. Mais vous me posez une question sur les moyens, je vais y répondre. Acceptez qu'en démocratie, je puisse répondre à votre question, sinon je ne réponds pas. En 2013, c'était 7,7 milliards d'euros, hormis les retraites, le ministère de la Justice.
En 2017, à la fin du quinquennat, c'était 8,5 milliards d'euros. C'est-à-dire moins que l'inflation. C'est-à-dire que dans le quinquennat de M. Hollande, nous avons augmenté le budget du ministère de la Justice moins que l'inflation. Entre 2017 et 2026, il a augmenté de 53%, on est passé à 13 milliards d'euros. Je peux prendre aussi, si vous voulez, les agents. Les agents. Les agents, il y avait 8000 magistrats en 2013, il y en a eu 8000 magistrats en 2017, après 5 ans de pouvoir. Il y a eu un peu plus de population, un peu plus de délinquance. Et désormais, nous avons quasiment 10 000 magistrats, 9076, quasiment 2000 de plus depuis 7 ans. Donc oui, il faut encore plus de moyens pour la justice. Vous parlez du... Bien sûr, il en faut encore plus. Il en faut encore plus, bien évidemment. D'ailleurs, je constate en effet, je suis très heureux, je suis le seul ministre qui connaît l'augmentation au-delà de sa programmation. Et grâce d'ailleurs au groupe socialiste qui n'a pas renversé le gouvernement avec un 49.3 qui m'a permis d'avoir 700 millions d'euros de crédit supplémentaires cette année. Je m'en réjouis personnellement. Et deuxièmement, c'est 700 millions, hein, mais 700 millions d'euros de plus. Et je me réjouis personnellement que je n'ai pas d'annulation de crédit et j'ai compris, je me battais contre, que finalement le Premier ministre n'allait pas prendre les surgels qu'avait proposé le ministère des Comptes publics. Ça, c'est la réunion auquel on a participé vendredi, pour pas tout déflorer, avec monsieur le ministre de l'Intérieur. Donc il faut effectivement continuer à augmenter les moyens, mais vous auriez quand même pu indiquer que cette majorité-ci, en tout cas celle que je représente avec le président de la République, les a augmentées de manière considérable et il faut évidemment continuer à les augmenter. Vous parliez, Madame de la Gontrie, vous connaissez trop le sujet, vous êtes vous-même une professionnelle avertie du droit, pour ne pas tout confondre, et je sais très bien que vous ne confondez pas tout. Vous dites que nous noyons les magistrats sous les circulaires. Il n'y a rien de plus faux. J'ai pris moi-même 2 circulaires de politique pénale générale, plus une sur les victimes, dont les enfants font partie, et une spécifique sur le périscolaire. Mes communications Internet le démontrent, et à chaque fois, je les attribue à tous les parlementaires. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une 50aine depuis 2 ans de dépêches des directions. Alors oui, sur des sujets importants. Par exemple, lorsqu'il y a un arrêt de la Cour de cassation sur inscrire les enfants en GPA, on explique comment on le fait sur le livret de famille. Voilà ce qu'on appelle une dépêche de la Direction des affaires civiles et du Sceau. Par exemple, je regarde le sénateur de Mayotte. À Mayotte, il y a une dépêche spécifique de la DACS sur le foncier et sur l'organisation d'établissements publics fonciers. Alors, faire semblant de confondre des points de droit donnés par les directions avec des circulaires politiques générales signées par le garde des Sceaux, c'est soit ne pas connaître le fonctionnement de la justice, ce qui m'étonnerait, soit essayer peut-être de semer la confusion. Il n'y a pas 50 priorités. Ce qui est vrai, c'est que, et c'est une question qu'il faut se poser, et c'est une question très légitime en démocratie, est-ce que le garde des Sceaux a le droit de dire aux magistrats, aux services enquêteurs, voici mes priorités. Vous arrêtez les sujets d'escroquerie, vous arrêterez des sujets d'abribus, de cambriolage, et vous prioriserez les violences faites aux enfants et le narcotrafic. C'est ça la question qui se pose. Est-ce que j'ai le droit? Peut-être que je n'ai pas le droit de le faire, hein. C'est une possibilité et on devra en discuter démocratiquement. Mais moi, j'assume que ma priorité de politique pénale, c'est 1, la lutte contre la drogue, et 2, les violences faites aux femmes et aux enfants. C'est pas poursuite pour les cambriolages, c'est pas d'escroquerie financière, c'est pas des difficultés d'ordre public de telle ou telle manière. C'est ces 2 priorités. Donc évidemment, si on n'applique pas les circulaires de politique pénale et considère que toutes les plaintes qui sont déposées doivent être poursuivies, il n'y a pas de priorité. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'un ministre de la Justice a le droit de donner ses priorités de politique pénale? On a le droit d'être en désaccord avec elle, hein. Je le partage tout à fait. Donc tout n'est pas prioritaire au ministère de la Justice. Il y en a 2 de priorités. Le narcotrafic, et je pense que vous m'avez entendu le répéter, mais alors à plusieurs reprises, et dans tout à peu près les sens, qu'il soit de la presse locale jusqu'aux questions au gouvernement que vous me posiez. Et on a le droit d'être encore une fois en désaccord, c'est le narcotrafic et les violences sexuelles sur les femmes et les enfants. Vous parliez des procédures, Madame de la Gontrie. Les 70 000 procédures, je vais répéter encore sur ce point, c'est des procédures qui sont en ce moment ouvertes par les parquets, dont j'ai demandé, non pas qu'on les traite, ce serait absurde, elles sont traitées, qu'on vérifie que des actes d'enquête minimum soient faits. Parce que on me dit que c'est fait, c'est la question que me posait Madame la Présidente tout à l'heure, eh bien on va quand même revérifier, puisque j'ai déjà posé plusieurs fois la question, et dans l'affaire Liana, ce n'était pas fait. Donc ce que je demande, c'est pas de refaire toutes les 70 000 procédures, de tout arrêter immédiatement. J'ai dit, vous regardez, mesdames et messieurs les procureurs généraux, avec vos parquets, si on est bien d'accord qu'il n'y a pas une autre plainte comme celle de Toulouse qui n'est pas traitée, qui au bout de quelques mois, qui est déjà trop long, mais vous savez bien comment fonctionne la machine judiciaire, on ait bien pris le soin de faire des perquisitions pour récupérer les téléphones, qu'on ait bien demandé la mise en garde à vue de la personne. Et c'est pas une question de moyens, parce que vous dites comme ça que ça fonctionne, et il faut donner les moyens pour que ça se reproduise pas.
Alors vous avez raison, je ne suis pas un ministre qui, ad nutum, permet d'avoir l'obéissance de ses fonctionnaires. Ça, effectivement, ça me change du ministère de l'Intérieur et même du ministère des Comptes publics. Mais c'est la démocratie et je le respecte bien volontiers. L'état de droit, la démocratie, la Constitution, et je ne souhaite pas revenir bien évidemment là-dessus. Mais, en l'occurrence, si je peux me permettre, je sais bien qu'on peut parler de plein d'autres choses, et il y a plein d'autres choses qui dysfonctionnent. Hein. Je partage tout à fait votre point de vue. Dans l'affaire Liana, objectivement, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Du temps d'enquêteur, il y en avait, parce qu'on a entendu à peu près tout le monde sauf le mis en cause. Des OPJ à la gendarmerie, il y en avait. Des parquetiers au tribunal d'Auch, il y en avait. Des mails qui fonctionnaient, une procédure pénale numérique, il y en avait. On a eu pris du temps. On a fait d'innombrables actes d'enquête dans l'affaire Rosa ou Tabara. Simplement, on n'a jamais mis en garde à vue l'auteur. On n'a jamais fait les perquisitions sur ce téléphone. Donc, c'est pas qu'on n'a pas traité l'affaire. C'est pas qu'on a décidé de la classer par manque d'éléments. C'est qu'on a fait des actes d'enquête qui ne correspondent pas à un viol sur un enfant. C'est tout ce que je dis. Et vous me dites, je ne donne pas le rapport d'inspection. J'ai remonté les procureurs généraux. Je lis ce que disent les procureurs généraux. Je serais un drôle de ministre si la semaine dernière, j'avais dit, oula, c'est l'indépendance de la justice. Je fais un communiqué de presse pour dire, bonjour, je ne sers à rien. Merci de vous adresser au ministre de l'Intérieur et à tous les autres. Et je vous appellerai quand j'aurai le rapport d'inspection. C'est grosso modo ce que vous me reprochez. Peut-être que ça fait très longtemps, en effet, qu'on n'assume pas. Moi, j'ai présenté l'excuse au nom de l'institution, alors que je ne commande pas directement les procureurs de la République. Ça me paraissait nécessaire et tout à fait à la hauteur, puisque ça fait 20 ans qu'un ministre de la Justice n'était pas excusé. La dernière fois, c'était pour l'affaire Outreau. Et j'ai dit que s'il y avait des problèmes, on prendrait des sanctions. Je pense que pour connaître le ministère de la Justice, vous voyez bien que c'est quelque chose qui, quand même, relève d'une certaine différence de pratique précédente possible. Et je remercie le procureur général près de la Cour de cassation. Si vous avez entendu Rémi Hetz hier à la télévision, il a dit exactement ce que j'ai pu dire. Nous avons échangé avec le procureur général et je le remercie. Parce que ce n'est pas évident, il est la formation, vous le savez, du parquet au CSM. Il a dit que c'était un échec total. Il a dit qu'on avait raison de revoir toutes les 70 000 plaintes pour vérifier que c'était bien fait. Il a dit qu'il fallait prendre des sanctions si l'inspection disait qu'il y avait des erreurs. Et il a bien évoqué le fait qu'il fallait remettre à plat nos procédures parce que, effectivement, dans des cas comme Liana, c'était tout à fait inacceptable. Je ne dis rien d'autre que ce que dit le procureur général près de la Cour de cassation. Et je me félicite qu'il puisse faire un journal de 20 heures pour dire oui, la justice est la justice des hommes et parfois elle a failli. On s'en excuse profondément et on va revoir nos process et on va sanctionner les personnes qui sont en responsabilité. Mais quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'ai viré 7 préfets qui étaient responsables de leur service. J'ai suspendu des policiers et des gendarmes. On a eu cet échange sur l'affaire Zecler dans l'hémicycle où vous m'aviez interrogé, où j'ai bien sûr, avant même parfois le rapport d'inspection, mis en mesure conservatoire des policiers. Si un policier tire ce soir dans une rue, qu'est-ce qui se passe? Que va faire le procureur de la République? Il veut lui retirer son arme immédiatement? Parfois, sa qualité de PJ, il sera peut-être mis en garde à vue dans l'heure qui vient. Et avant même peut-être qu'il y ait un rapport d'inspection. Ça paraît normal qu'un chef d'administration puisse diriger son administration. Ou alors, il ne faut plus de ministre de la Justice. Donc, bien sûr, Madame de la Gontrie, sur tout autre moyen, sur tout autre sujet, il manque incontestablement des moyens. Il manque des moyens médicaux, il manque des moyens psychologiques, il manque des moyens d'enquêteurs, il manque des moyens de magistrats. Vous avez parfaitement raison. Dans l'affaire Liana, expressis verbis, ce n'est pas le cas. C'est tout. Et on peut dire les deux sans être contraire à une certaine idée de la justice. Merci, Monsieur le garde des Sceaux. Vous avez d'autres questions, Madame de la Gontrie? D'accord. Alors, 2022, vous aurez constaté que c'était un autre garde des Sceaux. Quand je suis arrivé en responsabilité à la fin 2024, exactement, vous avez parfaitement raison. Voilà, puisque je rappelle que j'ai reçu, comme on disait dans les passations de Premier ministre précédents, sur mon bureau, puisqu'on échange avec M. Migaud, qui restait peu de temps au ministère de la Justice, nous avions 3 grands problèmes d'urgence. D'ailleurs, je vous ai rendu immédiatement public les 3 rapports qui m'avaient été rendus, qui étaient l'audiencement qui fait naître le projet de loi dont on a discuté, qui était l'exécution de la peine et qui était les délais, la déjudiciarisation, sur lequel j'ai ouvert un certain nombre de chantiers. Et puis, à la fin janvier, je me suis aperçu, en effet, je venais prendre le ministère de la Justice, qui avait 2 éléments qui étaient particulièrement dysfonctionnels au ministère de la Justice, qui est à la fois l'administration pénitentiaire, on en a parlé, et j'y ai concentré beaucoup de moyens, vous le savez, et par ailleurs la PJJ qui est en souffrance. Parce que quand on parle de protection de l'enfance, on peut aussi se dire que nous pouvons être collectivement honteux, et je l'ai dit publiquement, la façon dont nous traitons la protection de la jeunesse, que ce soit des mineurs auteurs ou des mineurs victimes, et souvent les mineurs auteurs sont précédemment des mineurs victimes, et je suis le premier des ministres de la Justice. 70 effectifs de plus, c'est peu, mais c'est la première fois que ça augmente depuis 17 ans, à la protection de la jeunesse. À Marseille, on arrive à avoir un discours, et là, il est collectivement honteux, notre discours, et je suis tout à fait d'accord avec vous. On arrive à la fois à dire que c'est un registre du narcotrafic
et à la fois que les gamins sont dans les réseaux, et on a réussi à baisser le nombre d'agents de la PJJ à Marseille. Donc là, on en a vraiment, là, on est en responsabilité, et nous sommes en difficulté sur ce point, c'est incontestable, donc nous le rattrapons, et j'ai nommé un nouveau directeur de la PJJ, et en effet, Madame la sénatrice, vous avez parfaitement raison, les dysfonctionnements sur le traitement des violences faites aux femmes et aux enfants ont été vus par les inspections, et quand j'en ai eu connaissance, puisque je rappelle que vous m'avez interpellé, que vous et une de vos collègues, le rapport a été rendu en effet public par la presse, et désormais j'ai pris la décision, vous le savez, de rendre public tous les rapports de l'inspection. Merci, Monsieur le Ministre. Alors désormais, je vais prendre les questions par groupe. Donc, nous commençons par Madame Corinne Narassiga. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres. Monsieur le ministre de la Justice, je vais revenir sur, puisque vous parliez de la circulaire, je crois de janvier 2025, que vous avez adressée au parquet avec... en indiquant que vous aviez deux priorités, le narcotrafic et les violences faites aux enfants. C'est une circulaire qui faisait 5 pages et dans laquelle vous commencez par cibler le narcotrafic sur 2 pages et puis vous évoquez les violences sexuelles contre les enfants avec seulement 2 lignes où il est indiqué, je cite, que les violences physiques ou sexuelles doivent faire l'objet d'une vigilance particulière et d'un traitement prioritaire. Donc c'est quand même assez difficile de voir... que c'est une véritable priorité quand il y a vraiment un déséquilibre aussi fort entre ces 2 priorités que vous dites avoir sur le narcotrafic et les violences sexuelles faites aux enfants. Et sur la multiplication de ces circulaires et des dépêches, je cite les magistrats du tribunal de Bobigny en Seine-Saint-Denis qui ont rappelé que le ministère de la Justice a publié 64 circulaires et dépêches en 2025 et 53 en 2026, faisant de chaque actualité une nouvelle priorité de politique pénale, sans allouer aux juridictions les moyens pour les mettre en œuvre. Alors c'est vrai que les moyens de la justice ont effectivement augmenté depuis 2017, mais la priorité quand même a été largement donnée à l'administration pénitentiaire et au plan 15 000 places. Donc c'est une très bonne nouvelle que le gouvernement finalement ne gèlera pas une partie, près d'un demi-milliard d'euros de crédits destinés au budget de la justice. Encore faut-il savoir à quoi ces crédits, ce non-gel sera alloué, donc à quelle priorité. Mais je veux revenir, et Marie-Pierre de la Gontrie y a fait déjà allusion, la question des moyens est évidemment essentielle, mais elle n'est pas suffisante. J'écoutais hier matin sur une radio du service public le juge Édouard Durand, ancien président de la Ciivise, parler du déni qu'il existe autour des violences faites aux enfants et du problème de la prise au sérieux de la parole des enfants, où il disait que dans 92% des cas, la parole de l'enfant ne fait pas l'objet d'une réponse de ce qu'il appelle le soutien social positif. C'est à mettre en parallèle, je crois, avec cette culture du déni dans laquelle nous avons trop longtemps vécu sur les violences faites aux femmes adultes, les agressions sexuelles, les viols, les féminicides. Depuis plusieurs années maintenant, nous voyons des progrès, c'est indéniable. Mais nous savons aussi que nous continuons à avoir énormément de mal à prévenir, non seulement à traiter les affaires en cours, mais aussi à prévenir ces violences. Il semblerait qu'avec les enfants mineurs, maintenant, c'est comme si on recommence depuis le début. Toute cette question de traiter une culture générale du déni, une pesanteur, un problème systémique. À chaque fait divers tragique, comme ça a été le cas et comme ça reste parfois encore trop le cas sur les féminicides, on cherche à résoudre le problème spécifique qui est lié à ce fait divers tragique dans un fonctionnement un petit peu en silo. Je fais partie d'une coalition, messieurs les ministres, une coalition de parlementaires qui a rédigé la loi intégrale contre les violences sexuelles. Donc, c'est une proposition de loi transpartisane qui a regroupé des députés et sénateurs pendant plusieurs mois et avec des associations, avec des experts. Et nous en parlons depuis
plusieurs jours maintenant, cette proposition de loi, elle vise à cibler cette impunité, non seulement pour les violences faites aux femmes, mais aussi pour les violences faites aux enfants. C'est une proposition de loi qui est prête, qui est composée de 79 articles, qui vient d'être envoyée par la présidente de l'Assemblée nationale au Conseil d'État pour avis. Il faut maintenant arrêter d'essayer de simplement colmater des brèches. Il faut le faire parce que c'est une réponse d'urgence, mais quand on fait face à un problème systémique, on a une exigence d'une réponse plus globale. Allez-vous mettre à l'ordre du jour du Parlement cette proposition de loi sur une loi intégrale sur les violences sexuelles? Merci. Merci. Je vais donner la parole à Monsieur Guy Benarroche. J'inciterai tout le monde à un peu de concision, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, je vais être concis. Donc, la plupart des questions ou des sujets ont été évoqués par mes collègues. Celui des moyens n'est pas anecdotique, parce que effectivement, je crois que c'est Dominique Verrier qui l'a dit. Ce que révèle cette affaire n'est pas un dysfonctionnement. Ce que révèle cette affaire, c'est qu'il met l'accent sur un certain nombre de fonctionnements qui apparaissent réguliers et normaux dans le cadre aujourd'hui des moyens qui sont alloués à la justice et à la police. Toute déclaration, toute loi qui est passée ici, Monsieur le garde des Sceaux, vous le savez, y compris celle sur la justice criminelle, nous n'avons eu de cesse de rappeler à quel point dans notre pays, malgré tout ce qui a été fait récemment, nous sommes éminemment en retard sur plusieurs domaines en particulier, sur celui des moyens, non seulement des moyens en magistrats, mais aussi des moyens en personnel divers, en assistants de justice, en greffiers, et aussi dramatiquement en nombre de procureurs. Vous savez aussi, Monsieur le ministre de l'Intérieur, que sur ce point, nous avons à chaque fois mis l'accent, non seulement sur les moyens, mais sur la façon aussi dont, en fonction des moyens qui étaient alloués, certains domaines comme celui, par exemple, de la formation d'un certain nombre de personnels ne pouvaient pas être priorisés, comme vous le dites. Vous savez, les médecins disent souvent que si tout est prioritaire, plus rien n'est prioritaire. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, y compris dans le traitement de ces 70 000, enfin dans la vérification, je ne sais pas comment l'appeler, de ces dossiers d'ici le 14 juillet, ça devient une priorité, Monsieur le ministre, je le comprends bien, et je vois bien pourquoi ça devient une priorité, mais une priorité toujours à moyen constant. On nous dit la même chose depuis des années, tout se fait à moyen constant. La réforme de la justice criminelle, la réforme des polices municipales, la réforme, dans certains cas liée à la loi narcotrafic, n'ont pas eu de pair en même temps, simultanément, les moyens mis en place qui soient suffisants. Vous pouvez bien entendu me parler de tout ce qui a été fait, des moyens supplémentaires. Le constat qui sera fait aujourd'hui, c'est que ces moyens supplémentaires ont été mis, mais que ces moyens supplémentaires ne sont pas suffisants, Monsieur le Ministre. Et comme l'a dit le maire de Fleurance, il l'a dit d'ailleurs, il l'a dit, je répète ses paroles, c'est un maire d'hiver-droite, peu importe son opinion politique, cette famille vaut mieux qu'une énième enquête administrative, qu'une énième circulaire. L'IANA n'est pas qu'un dysfonctionnement au milieu d'un système qui, lui, marcherait bien. Il a bien résumé la situation. Donc, en fonction de tous ces éléments, je vais vous poser 3 questions rapides. La première, vous y avez déjà répondu, c'était sur pourquoi, depuis les recommandations de la Civis en 2022, en particulier concernant les manquements dans les enquêtes, justement, les actes d'enquête que vous allez vérifier, pourquoi entre 2022 rapport de la Civis, on attend maintenant, en fait, votre circulaire d'aujourd'hui pour dire qu'il faudrait quand même jeter un œil sur comment se déroulent les enquêtes au niveau, en tout cas, des manquements qui ont eu lieu. Voilà, c'est en tout cas le vérifier. Deuxième chose, vous le disiez tout à l'heure en parlant des statistiques, et vous parliez d'envoi de documents par écrit, au lieu de le faire par des moyens informatiques. Aujourd'hui, le ministère de la Justice me paraît être vraisemblablement un de ceux qui est le moins numérisé et le moins informatisé. Pourquoi dans les budgets qui ont été choisis aujourd'hui, des priorités ont été mises sur d'autres domaines, ou est-ce que parce que les budgets sont suffisamment déficients pour ne pas permettre, en fait, de pouvoir numériser le ministère de la Justice? Vous avez montré comme quoi ça pouvait être le cas aujourd'hui. Enfin, dernière chose, rejeter, je dirais, la faute sur un certain nombre de personnes, sur des magistrats, sur des procureurs, sans analyser les problématiques structurelles et en mettant toujours en avant de plus en plus de priorités dont on sait qu'elles ne peuvent pas être tenues, veut dire qu'à un moment donné, il faut faire le ménage
non pas dans la priorisation, mais dans les moyens qui sont alloués aux priorités. Autrement dit, c'est dans les moyens, dans le choix des moyens, est-ce qu'on construit des prisons, est-ce qu'on construit des centres de rétention administrative, c'est dans la discussion sur les moyens et où on les attribue aussi que nous trouverons peut-être un certain nombre de solutions structurelles aujourd'hui à ce qui ne sont pas des dysfonctionnements, mais ce qui est malheureusement le fonctionnement normal de la justice. Être concis signifie être court, je le rappelle. Alors, Monsieur Jean-Michel Arnaud. J'ai cru l'être. Oui, Madame la Présidente, Messieurs les Ministres, je vais être court. La France des familles a peur. Pour la première fois, une mobilisation de population de manière assez significative devant les tribunaux hier soir pour exprimer une angoisse et une défiance à l'égard de nos institutions, notamment judiciaires. J'ai, sur la base de ce que vous nous avez dit jusqu'alors, 2 questions simples. En matière d'information partagée, vous avez évoqué un taux de poursuite dans le département où le crime a eu lieu de 59%. Pouvez-vous communiquer de manière pleine et entière les taux de poursuite département par département afin que chaque Français se rende compte de la situation dans laquelle il se situe dans son environnement immédiat? Deuxième question, vous évoquez les 70 000 plaintes à réexaminer par les différents parquets. Vous avez évoqué les natures de plaintes. J'aimerais que vous puissiez également nous informer sur la profondeur en termes calendaires des plaintes. Il semble, d'après les informations que j'ai collectées dans ma proximité, qu'un certain nombre de dossiers de 2022-2023 soient effectivement aujourd'hui dans les 70 000 plaintes déposées. Vous comprenez que si la France a peur, elle a besoin d'être rassurée, et rassurée sur le fait que des criminels potentiels ou des criminels avérés ne sont pas dans l'environnement immédiat des familles et des enfants à protéger. Je crois que c'est au-delà des discussions que nous avons entre spécialistes, la Commission des lois ici au Sénat, une exigence vis-à-vis de nos populations pour éviter de développer une défiance à l'égard de nos institutions. Je vous remercie. Merci, et merci de cet effort de concision. Madame Marie Mercier. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres. Nous sommes horrifiés et en colère, et le peuple français est horrifié et en colère. Il en va de notre crédibilité à tous, mais vous le savez, à vous, à nous et au monde de la justice. Il va falloir avoir le courage de nommer les choses pour les corriger. On a les lois, mais on a un fonctionnement en silo. Je prendrai exemple sur le certificat d'honorabilité. Nous avons découvert que le B2, le FIGES, les cadres interdits, il n'y a pas d'uniformisation, il n'y a pas d'harmonisation. Nous avons fait voter ce certificat d'honorabilité en créant cette plateforme. Monsieur le ministre, vous dites la priorité, c'est notre priorité. Mais la priorité, certes, c'est la vôtre, mais elle doit surtout rentrer dans les mentalités, avec une éducation, avec une formation. C'est un état d'esprit général qu'il faut changer, qu'il faut modifier dans toute la chaîne pénale. On n'y arrivera que comme ça. Ce qui touche les mineurs, et c'est ce que nous disent les associations, dans la tête, ça reste mineur. C'est ça qu'il faut modifier. C'est plus une priorité, c'est une urgence absolue. Tirons les leçons de ce drame, de ce calvaire de l'affaire Liana, de toute la famille. Merci. Monsieur Louis Vogel. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au garde des Sceaux. La présidente de la Commission des lois a ouvert la séance en disant, Monsieur le garde des Sceaux, que vous étiez en charge du pilotage de la politique pénale. Vous nous avez dit que cela signifiait pour vous d'avoir la possibilité de prendre des circulaires de politique générale, qui parfois ne sont pas suivies, qui restent d'ailleurs très générales, que vous ne pouvez pas vous adresser directement au procureur de la République, vous deviez nécessairement vous arrêter au stade des procureurs généraux. Vous n'aviez pas encore de service statistique, mais vous étiez en train de le mettre en place. Moi, je ne crois pas qu'on puisse reprocher à un garde des Sceaux de ne pas vouloir assumer, d'avoir les moyens de sa politique pénale, puisque c'est lui qui est responsable devant le Parlement. C'est vous qui endossez la responsabilité. Donc la question que je vous adresse aujourd'hui, c'est, selon vous, avez-vous les moyens institutionnels d'une politique pénale? On a beaucoup parlé des moyens matériels. Est-ce qu'en tant que garde des Sceaux, vous avez les moyens institutionnels
de mener une politique pénale. En d'autres termes, est-ce que cette affaire, c'est une défaillance individuelle, on en a parlé beaucoup, ou est-ce que c'est une défaillance structurelle, institutionnelle de ces ministères? Merci. Monsieur Hussein Bourgi. Merci Madame la Présidente. Messieurs les ministres, merci beaucoup de votre venue ce matin devant notre commission. Je vais faire 3 observations, 2 d'ordre général et ensuite le 3e, c'est un cas pratique qui illustre la situation que beaucoup de familles vivent aujourd'hui en France. Le drame survenu à Florence est venu soulever la question de la place et de la parole des victimes dans la chaîne pénale en France. Et en particulier la parole des victimes les plus vulnérables et les plus fragiles. Beaucoup de voix s'élèvent régulièrement et depuis quelques jours pour dire que les victimes et les enfants en particulier ne sont pas suffisamment écoutés et entendus. Considérez-vous qu'aujourd'hui le droit des victimes en France est satisfaisant au niveau de l'effectivité, de l'opérationnalité? Deuxième chose que je voulais vous dire, Monsieur le garde des Sceaux, en France, les priorités pénales varient et évoluent trop souvent au gré des faits divers et des drames. Aujourd'hui, la priorité absolue pour tous les parquets, ce sont les infractions sexuelles à l'égard des enfants. Dans quelques semaines ou quelques mois, si un drame survient en France, qu'on a un enfant qui se suicide suite à un harcèlement scolaire, il y aura à nouveau une circulaire qui expliquera aux parquetiers que la priorité absolue, c'est la lutte contre les harcèlements scolaires et la sanction à l'égard de ceux qui sont mis en cause dans des situations de harcèlement. Bref, aujourd'hui, les procureurs de la République ne savent plus où donner de la tête. Hier, Monsieur le garde des Sceaux, vous nous avez envoyé, je vous en remercie, la circulaire que vous avez adressée aux parquetiers et aux procureurs généraux, procureurs de la République, en les invitant à faire de la lutte contre les infractions sexuelles commises sur les mineurs un traitement prioritaire. Et vous mentionnez, je vous cite, « Je vous demande de prioriser ces affaires sans préjudice des affaires prioritaires que vous identifierez ». Depuis hier soir, j'ai de nombreux témoignages de magistrats qui me disent « Mais monsieur le sénateur, on est prêt à tout faire, mais on ne peut pas tout faire. Tout est prioritaire. Le narcotrafic est prioritaire. Les violences intrafamiliales sont prioritaires. Les infractions à l'égard des mineurs sont prioritaires. Nous, on veut bien dire que tout est prioritaire, mais quand tout est prioritaire, rien ne l'est. Quand tout est important, il n'y a plus de hiérarchisation dans l'importance. » Et alors, ils me disent naturellement, toutes les atteintes corporelles où les homicides sont sur le haut des priorités. Il y a ensuite la délinquance du quotidien et les atteintes aux biens des personnes. Et donc, finalement, c'est le sentiment que la police ne sert à rien, la gendarmerie ne sert à rien, la justice ne sert à rien, quand ce sont cette délinquance du quotidien, ces atteintes aux biens qui minent la qualité de vie des Françaises et des Français. Donc, les magistrats nous disent, nous, on est prêts à tout faire, mais on a juste besoin d'être accompagnés. Nous avons besoin d'être accompagnés avec un cadre clair, des moyens qui nous sont alloués. Et je vous le dis, tout le monde ici reconnaît l'effort budgétaire sans précédent qui a été fait lorsqu'il y a eu 8% d'augmentation du budget. Mais ça n'était qu'un rattrapage parce que depuis plusieurs décennies, la justice française a été victime de maltraitance budgétaire. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Ministre, j'attire votre attention sur ce point-là parce que nos magistrats ont besoin d'être accompagnés et d'être épaulés. Et vous êtes leur chef. Il vous appartient, vous aussi, de leur apporter cette empathie et ce soutien parce qu'hier, nous avons vu des scènes que nous ne pouvons pas accepter. Lorsqu'on met en cause l'institution judiciaire, elle est la clé de voûte de l'état de droit dans notre pays. Lorsque vous avez des personnes bien intentionnées qui se réunissent devant les tribunaux pour manifester, pour dire « écoutez-nous, entendez-nous, nous pouvons naturellement les comprendre ». Mais quand vous avez des personnes qui s'engouffrent dans la brèche pour contester, pour remettre en cause, pour critiquer, pour lyncher publiquement des magistrats ou l'institution judiciaire, cela m'inquiète et nous devons faire corps et bloc avec les magistrats. Le cas concret que je voulais évoquer ce matin, c'est un cas qui est survenu dans mon département. C'est au gré des témoignages qu'une famille a évoqué la situation de cette fillette qui a 5 ans, qui habite entre Montpellier et Sète. Cette fillette, en septembre 2024, s'est plainte d'agressions sexuelles commises par un septuagénaire proche de la famille. Mi-octobre 2024,
La petite est examinée suite à la plainte déposée en septembre 2024. Elle est examinée par l'Institut médico-légal de Lunel. Novembre 2024, une expertise psychologique fait état de symptômes de stress post-traumatique qui tendent à confirmer un épisode déviant à caractère sexuel. Le mis en cause habite en Haute-Garonne. Et donc, la procédure est envoyée le 18 décembre 2024 aux gendarmes de ce département. Il ne se passe rien. Lorsque l'avocate écrit, elle n'a pas de réponse. Lorsque la maman finit par appeler les gendarmes, on lui répond « Mais madame, nous n'avons que des affaires comme ça, nous sommes débordés ». Et finalement, lorsque la gendarmerie de Plaisance du Touche, en Haute-Garonne, qui va hériter de ce dossier, et que la maman arrive à rentrer en contact avec eux, on lui dit plusieurs mois après, on ne trouve pas la procédure qui n'est toujours pas arrivée. C'est cette même brigade qui avait été initialement saisie de la plainte d'une mère de famille dénonçant les faits de viol sur sa fille de 10 ans qui mettait en cause Jérôme Barella. Le septuagénaire mis en cause a été auditionné le 9 octobre 2025, un an après la plainte. Une vingtaine de questions, 1h30 d'audition. Et puis ensuite, la décision tombe. Classement sans suite en novembre 2025. On a indiqué aux parents qu'un courrier leur serait adressé afin d'expliquer les motifs du classement sans suite. Nous sommes en juin 2026, le dit courrier n'est toujours pas arrivé, Monsieur le Ministre. Et la chose la plus grave et la plus violente sur le plan symbolique, c'est lorsque les interlocuteurs de la famille leur disent, je cite, Monsieur le Ministre, « On garde le dossier au cas où on aurait d'autres plaignants ou de nouveaux plaignants. » Nous en sommes là. Merci, Monsieur David Marguerite. Merci Madame la Présidente, je vais m'astreindre à la concision. Et donc, vous me demandez, Monsieur le Ministre, et donc, je pense que nous avons besoin de moyens supplémentaires, n'en déplaise au Président de la République. L'augmentation du budget de 8% par an lorsque Éric Dupond-Moretti était à la Chancellerie était le bienvenu, mais ça ne suffit pas. Le Président de la République, il n'est pas là avec nous ce matin, vous le voyez plus souvent que nous, il ne peut pas balayer d'un revers de main en disant ce n'est pas une question de moyens. Si, c'est, et ça reste toujours une question de moyens. Alors, j'avais passé la parole à Monsieur David Marguerite. Merci Madame la Présidente, je vais m'astreindre à la concision que vous appelez de vos voeux. Messieurs les ministres, ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le ministre, vous avez évoqué un certain nombre de mesures qui sont des mesures ponctuelles, qui viennent en réaction de l'affaire tragique dont nous discutons ce matin, des missions d'inspection, une mobilisation générale, une circulaire que vous avez publiée hier, dont vous avez expliqué qu'elle était totalement prioritaire, qu'elle venait prioriser les affaires dont nous parlons ce matin, et vous avez apporté des éléments d'explication pour dire qu'elle ne viendrait pas percuter d'autres affaires extrêmement graves, parce que c'est aussi une préoccupation légitime que nous entendons depuis sa publication. Vous l'avez dit également, vous avez présenté des excuses, ça fait 20 ans que cela ne s'était pas produit, mais vous le savez aussi, Monsieur le Ministre, face à l'émotion populaire dont mes collègues se sont fait les relais tout à l'heure, face à la colère légitime qui s'est exprimée spontanément hier soir dans nos villes, dans nos communes. Ni les excuses, ni l'indignation ne peuvent suffire et ne peuvent être à la mesure de la colère qui s'exprime. C'est la raison pour laquelle la question que je voulais vous poser était sur les mesures et les réflexions qui sont les vôtres sur le plan structurel. Vous portez en ce moment un texte devant le Parlement que nous avons adopté au Sénat. Nous en avons été rapporteurs avec ma collègue Dominique Vérien, qui apporte des réponses qui, évidemment, ne peuvent répondre à l'ampleur du problème et à l'embolisation de la justice dont nous constatons les uns et les autres qu'elle est de plus en plus prégnante aujourd'hui dans nos juridictions. Vous avez, par exemple, amélioré le fonctionnement des cours criminelles départementales. Il y a également des mesures d'investigation nouvelles qui sont de nature à augmenter le niveau d'élucidation. Nous regrettons, je crois, ma collègue également, que la procédure de plaider coupable, la PJCR, qui apportait des réponses aux victimes, telles que nous l'avons d'ailleurs encadré au Sénat, avec la présence des avocats qui apportaient des réponses également à l'embolisation de la justice, ait été vidée largement de sa substance avant sa discussion à l'Assemblée nationale. Alors au-delà de ce texte, au-delà des questions sur la méthode
qu'il faut changer probablement radicalement. Nous n'aurons pas la même réponse sur les différents bancs. Au-delà de la question des moyens, qui est une vraie question, bien évidemment, mais vous l'avez dit vous-même dans l'hémicycle à l'occasion du débat qui nous a occupés, cette question des moyens, quand bien même la volonté politique c'est très ferme, dont nous pouvons douter, il faudra des années pour que la France puisse rattraper son retard. Donc la question des moyens ne peut suffire. Quel est votre sentiment, votre réflexion personnelle et les mesures structurelles que vous envisagez donc de prendre, notamment peut-être sur une question qui n'a pas été évoquée ce matin, je pense à la question de la responsabilité des magistrats. Est-ce qu'elle vous semble aujourd'hui suffisante? Est-ce que des réformes pourraient être envisagées de ce point de vue? Bref, de façon générale, Monsieur le Ministre, quelle réponse structurelle comptez-vous apporter à l'émotion populaire, à la colère légitime et à un dysfonctionnement dont certains ont dit aujourd'hui qu'il s'agissait du fonctionnement malheureusement classique de la justice? Merci. Et enfin, Madame Audrey Linkenheld. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais être brève, mais je voulais m'associer aux remarques qui ont été faites par un certain nombre de mes collègues, parce que j'étais moi-même hier devant le palais de justice de Lille, que vous connaissez bien, Monsieur le garde des Sceaux, mais que connaît aussi Monsieur le ministre de l'Intérieur. Et j'y ai constaté du désespoir, de l'incompréhension et cette même colère dont un certain nombre de mes collègues sur tous les bancs ont parlé à l'instant, de la part des associations qui appelaient à ce rassemblement, comme des nombreux citoyens qui nous ont rejoints. Et je crois qu'il faut que nous soyons tous à la hauteur de ces sentiments que nous avons constatés hier, et notamment de cette colère. Une colère que nous avons collectivement souhaité canaliser, parce qu'il n'était pas question pour celles et ceux qui étaient rassemblés que cette colère se dirige ni vers les magistrats, ni vers les policiers, ni vers le garde des Sceaux, ni vers le ministre de l'Intérieur, ni vers les parlementaires et les chartes républicaines que je portais, et pourtant il y a eu quelques tentatives, ni vers l'ensemble de nos institutions. Mais je crois que face à cette situation qu'il faut savoir entendre, il y a toutes les réponses qui doivent être données, c'est-à-dire à la fois la réponse effectivement sur le cas échéant des défaillances humaines. Vous avez utilisé ce terme de défaillance que je préfère à celui de dysfonctionnement, parce que notre police, notre justice, nos institutions sont faites de règles, mais elles sont aussi faites d'hommes et de femmes. Et donc il y a évidemment lieu à regarder si ces hommes et ces femmes ont pu commettre des erreurs. C'est une partie de la réponse, mais la réponse doit être aussi plus systémique. Nous sommes tous ici d'accord pour dire qu'il nous manque des moyens, même si ça n'est pas forcément la réponse à toutes les erreurs. Et je voudrais ici simplement, pour être concise, je l'avais promis, reprendre à mon compte la question qui a été posée sur la proposition de loi intégrale. Je fais moi aussi partie de cette coalition féministe, associative et parlementaire, et je pense que face à ces questions de violences faites aux femmes et aux enfants, la réponse doit être intégrale. Je crois que c'est comme ça qu'on s'en sortira. Ça ne veut pas dire que dans cette proposition de loi, tout est parfait, tout est dit. Au contraire, il faut l'enrichir le plus possible, mais il est urgent maintenant qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour du Parlement, en commençant par l'Assemblée nationale. Merci. Merci. Messieurs les ministres, dans l'ordre qui vous conviendra. Oui, merci Madame la Présidente. On s'est mis d'accord avec Monsieur le ministre de l'Intérieur pour que je réponde en premier. Peut-être prendre l'exemple de Monsieur Bourgi qui est dramatique et répondre en même temps à Monsieur Vogel qui me demande si j'ai les moyens d'appliquer la politique pour laquelle la Constitution me donne des fonctions. Monsieur Bourgi, je vous ai demandé, et donc, à la fin de cette affaire dramatique, parce que ce que vous semblez évoquer, une affaire que je ne connais pas, a priori, c'est des dysfonctionnements, en tout cas une lenteur incompréhensible pour nos concitoyens et pour cette famille particulièrement. Et à la fin, une décision de classement qui vous paraît en dehors de ce que nous aurions dû répondre collectivement, le service public de la justice, enquêteurs et bien sûr parquet, à cette famille. Et je vais donc répondre en même temps à vous-même, parce que je vous ai dit, et donc, non pas par provocation, mais parce que vous êtes nombreux à m'écrire, je pense aux Français, qui m'écrivent beaucoup sur les réseaux sociaux, aux citoyens de ma propre circonscription, aux gens qui m'écrivent des lettres, vous-même, qui parfois m'interpellez, hein, quels que soient les bords politiques, parce que vous êtes face à des citoyens qui se demandent ce qui se passe. Eh bien, le ministre de la Justice ne peut rien faire.
La loi de la République que vous avez adoptée, mesdames et messieurs les parlementaires, l'article 30 du Code de procédure pénale est très explicite. Une phrase. Il ne peut, le ministre de la Justice, adresser aucune instruction au procureur dans les affaires individuelles. Si vous souhaitez que je puisse intervenir pour demander au procureur de la République de poursuivre et de ne pas classer sans suite ce genre d'affaires, non mais c'est une question intéressante et politique. C'était la loi de la République jusqu'en 2013. Jusqu'à ce que Mme Taubira et la majorité décident alors, puisque c'était là qui était très battue. Oui, mais je vous réponds. Je pense que moi, dans ce genre d'affaires, monsieur, s'il m'avait interpellé, j'aurais demandé une fiche d'action publique au procureur général de votre territoire et j'aurais donné une instruction, si jamais, parce que mon cabinet est composé de magistrats, individuels pour dire vous poursuivez, et après le juge du siège y décide. Eh bien, peut-être que c'est une réponse à vous apporter, M. Vogel. Si vous pensez que dans un certain nombre de choses, le ministre de la Justice doit retrouver un peu de pouvoir hiérarchique, c'est-à-dire je prends des instructions individuelles qui sont versées au dossier et qui sont connues, évidemment, de tous les avocats, de la défense comme des parties civiles. Le procureur de la République, il est tenu par la poursuite, alors c'est pas d'affaires individuelles surtout, mais sur un certain nombre de dossiers comme cela, et ensuite le juge jugera. Aujourd'hui, je ne peux pas intervenir. Bien. Je peux me permettre... Non, je vous ai... Pas la question. Oui. La réponse. La famille attend toujours une réponse motivée. Je ne peux pas intervenir, monsieur... Mais je sais bien, mais une circulaire générale disant qu'il faut que chaque classement sans suite soit accompagné de manière générale d'une lettre motivée, des explications. C'est tout ce que les gens attendent. Monsieur Bourgi, je crois qu'une fois que le garde des Sceaux a pris la parole, et le garde des Sceaux comme vos collègues d'ailleurs, il faut la lui laisser. Monsieur le sénateur, c'est très intéressant votre remarque, parce que c'est exactement la mienne. J'ai pris une circulaire de politique pénale sur les victimes. Tous les syndicats de magistrats, à une exception, l'ont déféré devant le Conseil d'État, me disant que je n'avais pas le droit de donner des instructions au parquet sur l'accueil des victimes. Cette circulaire est en ce moment au Conseil d'État au contentieux. C'est-à-dire qu'on dénie le droit au ministre de la Justice d'expliquer, comme vous le dites, monsieur, vous prendrez ma circulaire, je vous l'ai fait parvenir, qu'il faut répondre aux victimes. Grosso modo, c'est ce que j'ai écrit dans ma circulaire, vous voyez. Et le Conseil d'État, sur d'autres instructions générales, m'a censuré le mot systématiquement. Je n'ai pas le droit de dire, vous répondrez à tout le monde. C'est interdit, c'est votre loi, monsieur le sénateur, c'est la loi au sens général du terme. Si vous souhaitez redonner des pouvoirs au garde des Sceaux pour répondre aux légitimes questions que se posent les citoyens et les parlementaires, redonnez-lui des possibilités, individuellement et collectivement, de manière plus systématique, de pouvoir appliquer une politique pénale. Et y compris d'ailleurs de réponse, aussi simple que ça, monsieur le sénateur. Une réponse où en fait, en effet, il est supérieur hiérarchique. Vous dites, vous êtes le chef. Non, je ne suis pas le chef. C'est pas moi qui nomme les magistrats du siège. C'est pas moi qui les sanctionne. Et ce n'est pas moi qui m'occupe de leur attribution de dossier. Et c'est pas moi qui les rémunère. Si Madame de la Gontrie, si je pouvais juste répondre, et sans rire, parce que je pense que c'est une question assez dramatique de se poser cette question importante, mais j'essaie de réformer le ministère de la Justice, chacun le voit. En 6 mois, on a fait des prisons de haute sécurité. Pour répondre à la question tout à l'heure de M. Benaroche sur la loi narcotrafic, 100 postes de magistrats supplémentaires pour le narcotrafic. J'ai créé 50 cabinets de juges pour enfants en 2 ans, c'est-à-dire que je l'ai augmenté de 50% de cabinets pour enfants, c'est le cas dans des départements, y compris comme le vôtre, et vous le savez. Donc on fait des choses, on y arrive parfois avec des moyens supplémentaires, pas assez, vous avez parfaitement raison, je l'ai dit. Mais il faut bien comprendre ce qu'est le ministre de la Justice. En effet, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, pour répondre à votre question, M. Vogel, n'a pas tous les moyens pour appliquer la politique pénale que lui confère le Parlement, la loi organique ou la Constitution. Donc la question de la loi de 2013 se pose. Soit on en tire des conclusions, comme certains en tirent, d'autonomie de la magistrature, et ça peut se comprendre dans un État de droit, dans une démocratie. Il y a des pays où il n'y a pas de ministre de la Justice, il y a des pays où il n'y a pas d'autorité hiérarchique, il y a un procureur général de la Nation. D'ailleurs, c'était un des projets de M. Sarkozy à l'époque, je crois, d'avoir un procureur général de la Nation. Alors ça, c'est un autre modèle. Donc là, il y a un ministre en charge de l'administration pénitentiaire, et puis il y a un procureur général de la Nation qui s'occupe du parquet. Voilà, très bien. Soit il y a un ministre de la Justice, et il faut en effet lui donner les moyens hiérarchiques de fonctionner. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour répondre à votre question, je pense que la loi de 2013 pose un certain nombre de questions, qui est une question où le ministre ne peut pas intervenir sur les affaires individuelles et ne peut pas demander systématiquement quelque chose. Madame Narassiguin, vous évoquez la différence, vous dites ma circulaire fait 5 pages. Alors si je peux me permettre, puisqu'on parle de choses vraiment extrêmement sérieuses, et j'y tiens particulièrement, puisque je l'ai rédigée personnellement, cette circulaire, elle fait 3 pages, parce que la première page, chacun le constatera, c'est une page de garde, où on met la liste des personnes concernées, et à la fin, c'est une signature. Et d'ailleurs, je vous encourage, puisque je vous ai passé, je crois, la circulaire à l'époque, dans cette signature,
Je vais la retrouver, voilà. J'ai un petit mot de conclusion pour les remercier quand même. Et je mets un long message avec marqué en confiance pour expliquer que cette instruction est strictement la même que celle de la circulaire précédente. Et je compte particulièrement sur vous et sur l'ensemble de vos parquets pour intensifier l'action publique dans les deux domaines prioritaires. Donc il y a 3 pages. Dans les 3 pages, il y a 1 page et demie pour le narcotrafic et un petit peu plus d'1 page pour les violences faites aux femmes et aux enfants. Pourquoi le sujet narcotrafic est un petit peu plus long? Parce que la grande différence, Madame la sénatrice, c'est que la criminalité organisée, elle est organisée. Elle fait face à des réseaux financiers, elle fait face à des crypto-monnaies, elle fait face à l'agence de la saisie et de confiscation. Donc il faut expliquer ça dans une circulaire politique pénale. Dans la viol sur mineur, c'est une chose absolument affreuse. Il peut y avoir, comme ministre des Comptes publics, je l'ai vu en charge des douanes, avec sur le dark web, des échanges d'images pédopornographiques avec des viols à distance. C'est possible. Il peut y avoir la coopération judiciaire internationale pour retrouver quelqu'un qui commande des viols en effet de Thaïlande ou qui fait du tourisme. C'est pour ça que j'ai créé l'Office de protection des mineurs qu'a évoqué monsieur le ministre de l'Intérieur. Mais l'essentiel des crimes qui sont commis sur les mineurs, c'est malheureusement des viols intrafamiliaux. C'est souvent le papa, le tonton, le grand-père, le cousin, parfois le professeur, parfois le ministre du culte, parfois l'éducateur sportif. C'est malheureusement un crime extrêmement simple. Et on ne peut pas traiter de la même manière la criminalité organisée qui fait face à des réseaux. Monsieur Amra, qui va passer au tribunal bientôt, c'est 80 prévenus. C'est pas pareil que M. Barella qui passera dans quelques années devant une cour d'assises ou une cour criminelle. C'est pas du tout la même chose dans l'explication de la politique pénale. Donc, quand vous dites, Madame la sénatrice, vous faites 1 page et demie sur le narcotrafic et 2 lignes sur les enfants, parce qu'en fait, pardon, mais la phrase est assez simple. Et je pense que ce que vendent les magistrats, c'est effectivement de la simplicité. Vous traiterez de manière prioritaire, je ne peux pas faire plus simple, les plaintes qui concernent les violences psychologiques, physiques ou sexuelles sur les enfants. Voilà, je ne peux pas faire plus simple. Et tout, Monsieur Bourgi, n'est pas prioritaire. Je vous l'ai redit. Vous avez évoqué les atteintes aux biens. Mais non, j'ai dit que les atteintes aux biens n'étaient pas prioritaires. Je sais que c'est pas facile de se dire qu'il y a des politiques pénales qui sont prioritaires et d'autres qui le sont moins. J'ai bien conscience. Moi aussi, je suis un élu local et moi aussi, j'ai un cœur qui bat et moi aussi, j'ai mon voisin qui parfois me dit on m'a griffé ma voiture ou j'ai porté plainte pour mon vol de portable. Vous avez parfaitement raison. Et on manque de moyens pour le faire et il faudrait 100% de moyens pour pouvoir tout traiter. Mais quand on n'a pas de moyens, on fait prioritaire. Et prioritaire, moi je dis à mon voisin, on va faire d'abord le narcotrafic et les violences faites aux femmes et aux enfants et on fera la griffure de voiture après. Et là où je ne suis pas d'accord, c'est quand, effectivement, localement, on n'accepte pas les priorités de politique pénale proposées par le garde des Sceaux. On a le droit de les combattre. Politiquement, ça ne pose aucun problème. Il y a des gens qui pensent qu'on ne doit pas combattre comme ça le narcotrafic, qu'on doit légaliser le cannabis, qu'on doit mettre les enquêteurs sur autre chose. C'est un débat de politique très intéressant. Mais ce sont mes priorités de politique pénale. Et elles n'ont pas changé depuis 1 an et demi que je suis garde des Sceaux. J'ai pris 2 fois les mêmes. La question que pose Madame la Présidente, c'est en effet comment on s'assure qu'elles sont appliquées. C'est encore une autre question. Mais tout n'est pas prioritaire. Il y a en effet des poursuites. Je constate tous les jours, mais je ne peux rien dire individuellement, que des parquets poursuivent sur des sujets que je ne considère pas prioritaires, alors que je vois qu'il y a des stocks criminels en attente. Je ne peux que le constater. Et vous le voyez dans vos départements. Et donc je rappelle aux procureurs généraux. Il est sûr que dans le nord de la France, ils sont un peu plus harcelés par moi, parce que je lis La Voix du Nord tous les matins, et ça m'agace quand je vois qu'effectivement, on ne met pas le poids de corps sur les priorités de politique pénale. Mais je rappelle aux procureurs généraux que j'avais bien demandé, soit de la réquisition de la prison ferme, ce qu'a fait la procureure de Paris dans les attaques d'émeutes lors du PSG. Madame la procureure de Paris, je la remercie. Elle demande la prison ferme pour toute personne qui a attaqué les personnes. Après, le juge du siège a décidé ce qu'il décidait, mais au moins elle l'a fait et je la remercie. Elle a appliqué ma circulaire politique pénale et je la remercie, je vous le dis très franchement, ce qui n'était pas tout à fait le cas l'année dernière, ce qui m'avait valu d'ailleurs, je crois, des échanges assez forts avec le Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats, leurs syndicats et parfois le Parlement. Là, elle l'a fait, et je pense qu'on s'en est félicité avec monsieur le procureur, et je ne parle pas du siège, je parle bien du parquet. Vous évoquez la loi intégrale. Moi, je suis favorable. J'ai dit depuis plus d'1 an que j'étais favorable à la loi intégrale. Je dis juste que la loi intégrale, elle a 2 conditions. La première, c'est qu'on voit enfin, et c'est la réponse que vous faites, que ce n'est pas qu'un sujet de procédure pénale et de justice. Ça concerne toute la société, tous les services publics. Et pour avoir visité des pays comme l'Irlande ou l'Espagne qui font une forme de loi intégrale, la justice, c'est un tout petit bout parfois. Voilà. Donc oui, je suis heureux de voir que la charge, comme diraient les architectes, est répartie sur autre chose que le ministère de la Justice. C'est une très bonne chose. Et parfois le ministère de l'Intérieur, monsieur le ministre. Et deuxièmement, ça demande des moyens très importants. Entre 2 et 4 milliards sans doute.
Bon, très bien, moi je suis très favorable. Vous me posez la question à moi, est-ce que mon budget va augmenter? Est-ce que je copartage des problèmes avec les autres? La réponse est oui. En revanche, je ne suis pas celui qui peut décider de son inscription à l'ordre du jour. On a une réunion dans quelques instants chez le Premier ministre. J'imagine que ce sera discuté et j'imagine que vous aurez vos discussions politiques avec lui sur ce point. Juste pour terminer, puisque cela avait été évoqué, sur oui, la parole de l'enfant, et je terminerai là-dessus. Les magistrats, je pense que c'est très important de le comprendre, et je pense que c'est pareil pour les services enquêteurs, et notamment les procureurs de la République, je pense qu'ils croient la parole de l'enfant. Il y a bien sûr des exceptions sans doute, mais je pense vraiment de ceux que j'ai rencontrés depuis 1 an et demi, et même quand j'étais au ministère de l'Intérieur, quand je rencontrais les procureurs qui viennent quand le ministre de l'Intérieur se déplace, ils croient à la parole de l'enfant. Simplement, le rôle du magistrat, c'est pas de se dire, quand une plainte est devant lui, est-ce que je crois à la parole de l'enfant? C'est est-ce qu'il y a la possibilité de prouver la culpabilité? C'est ça que fait un magistrat, un procureur de la République. Il essaie avec les services enquêteurs de prouver la culpabilité. Bien. Donc, il y a 2 types de dossiers. Il y a ceux où on arrive à prouver une culpabilité, toute partie d'une culpabilité, et ça vaut le coup de poursuivre. Donc la question, c'est les moyens qu'on y met pour essayer de trouver la vérité. Donc la médecine légale, des expertises psychologiques, des perquisitions de téléphone, des analyses... Et ça, il peut manquer des moyens. Et puis, il y a des moments où il est très difficile de prouver la culpabilité. Et ça se confronte à un autre principe très important, qui est la présomption d'innocence. Donc, je pense qu'il faut distinguer vraiment de façon très importante les plaintes qui sont classées parce qu'on n'arrive pas à prouver la culpabilité. La question est de savoir pourquoi on n'arrive pas à la prouver. Et donc, ça peut être une question de moyens. Et puis là où on sait qu'il y a des indices de culpabilité, c'est le cas de l'affaire Liana. C'est pour ça que cette affaire, elle mérite, très franchement, qu'on la distingue un peu des autres. On a un rapport médical, on a des éléments numériques, on a des témoignages, on a des antécédents judiciaires, on a une expertise psychiatrique. On n'a pas ça dans tous les dossiers. Vous savez très bien que c'est pas vrai qu'on n'a pas ça dans tous les dossiers. Dans les 90% de plaintes classées, on n'a pas ça dans tous les dossiers. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder les 90% des autres plaintes. Mais là, on n'a pas tous les dossiers. La plainte est ouverte, et là, on peut prouver la culpabilité, en tout cas on peut avoir on a des arguments quand même pour le porter, et là on ne fait rien, au sens où on ne met pas le type en garde à vue, on ne prend pas de protection pour les victimes potentielles, on ne s'intéresse pas à son entourage, à ses propres enfants, et on n'en tire pas de conclusion. On n'a même pas eu l'occasion de demander au juge s'il était d'accord pour qu'on le mette en détention, puisqu'on ne l'a même pas mis en garde à vue, qui est une mesure de police sous l'autorité du magistrat. Donc vraiment ce qui est important de comprendre sur les classements des plaintes, c'est le fait que le magistrat, il doit prouver la culpabilité. Donc mettons les moyens, s'il le faut, pour qu'on aide le magistrat et les services enquêteurs à prouver la culpabilité, mais dans le cas de Liana, nous avions les preuves. Et c'est ça qui est qui me met particulièrement dans une colère froide, parce que je crois que là, franchement, et ce n'est pas jeter l'opprobre sur l'immense majorité des magistrats qui font leur travail, on a le droit aussi de dire que c'est la justice des hommes, qu'elle est faillible, et quand elle est faillible, comme un médecin rate un examen médical et qu'il entraîne parfois des difficultés graves, eh ben, il est en responsabilité. Et c'est normal. Merci Madame la Présidente pour conclure le propos. Simplement, 2 choses que je voudrais dire. Le garde des Sceaux a dit que la partie de l'enquête du rapport administratif qui concerne l'inspection générale de la justice serait rendue publique. Il en sera de même évidemment pour l'inspection générale de la gendarmerie nationale qui est également saisie. Parce que comme vient de le dire le garde des Sceaux, nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire. Nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire où il y avait un certain nombre d'éléments qu'on a pu qualifier d'accablants et qui ont conduit au final à un drame qui est la mort d'une enfant. Donc c'est un drame et nous avons besoin de comprendre cela. Et ce rapport, il est extrêmement important pour déterminer ce qui n'a pas fonctionné. Et donc évidemment, moi, pour la partie qui me concerne, nous le rendrons donc public. La deuxième chose que je voulais préciser, puisqu'on a beaucoup entendu parler de cette revue des dossiers qui va s'engager, qui va commencer très rapidement, il s'agit de repeigner l'ensemble des dossiers de violences sexuelles à l'encontre des mineurs afin de déterminer que tous les actes ont été lancés, que le bon service a été saisi, précisément dans le but d'identifier, le cas échéant, un autre dossier tel que malheureusement nous avons eu à le vivre, tel que celui que nous avons eu malheureusement à vivre dans le département du Gers. Voilà, Madame la Présidente. Oui, j'ai oublié de répondre à Monsieur le Sénateur. Oui, je rendrai public, si vous le souhaitez, l'intégralité de toute poursuite. C'est un chiffre de conduite de politique publique que demandait Madame la Présidente, de tribunal. Je ne peux pas faire par département, je peux faire ressort par ressort.
ressort par ressort. Merci, messieurs les ministres. J'ai une dernière demande à formuler pour ma part. Effectivement, nous avions bien compris que les questions qui se sont posées aujourd'hui étaient de savoir si nous avions une difficulté structurelle de mise en œuvre de politiques publiques ou si nous avions eu une difficulté ponctuelle, l'enquête administrative vous le dira, et l'un n'est pas exclusif de l'autre. C'est effectivement le travail que vous allez mener sur ces 70 000 dossiers en souffrance qui, je crois, pourra nous éclairer de façon discriminante. Car si nous constatons qu'il y a des difficultés sur une bonne partie de ces dossiers, alors nous aurons véritablement un problème structurel. Donc c'est effectivement ces éléments qui nous seront nécessaires pour pouvoir affiner le travail du Parlement et probablement celui du gouvernement sur le malheureux drame qui a été connu et dont personne ne souhaite bien évidemment qu'il se reproduise. Donc je serai sensible au fait que vous nous transmettiez ces résultats. Je vous remercie. Merci à vous.